vos applaudissements, donc toujours en Merci pour utilisant un votre outil. attention et les questions. Et nous allons passer la parole à Ludovic Lettres. Bonjour, bonjour à tous. Je vais d'abord essayer de mettre le PowerPoint. Vous m'entendez? Tout va bien? Parfaitement, parfaitement. Parfaitement. Alors attends, voilà, je me mets là. Je pense que... Ah, je vois plus mon écran. Attendez. Hop, hop, hop. Est-ce que vous voyez le PowerPoint éventuellement? Il faut que tu le mettes en mode affichage. Ce sera bon. Là. Est-ce que vous le Excellent. voyez? C'est bon? Parfait. Parfait. Bien. J'attaque donc. Bonjour à tous. Merci également de cette invitation à ce séminaire sur l'expertise au service de la concertation. Je crois que je vais surtout peut-être parler d'expertise et vous me parlerez peut-être après des éléments de cette expertise pour alimenter la concertation. Je vais présenter en fait deux parties et un petit peu, d'abord évidemment présenter peut-être un peu ce qu'est l'Institut pour ceux qui ne le connaîtraient pas, et puis montrer un petit peu notre philosophie, je dirais, par rapport à la question des risques et de l'aménagement du territoire, puisque nous sommes un organisme qui travaillons sur l'aménagement du territoire francilien. Je vais y revenir dans un instant. Et puis, je ferai dans une deuxième partie peut-être des travaux, plutôt une illustration de quelques travaux récents qui rebondissent à la fois sur des propos de Frédéric à l'instant, sur des aspects finalement du risque inondation. J'y reviendrai un petit peu, mais pas seulement, parce que c'est de très loin évidemment le principal risque naturel qui concerne notre territoire, mais aussi d'autres approches sur le ruissellement, sur le retrait-gonflement des argiles aujourd'hui, qui sont des sujets particulièrement sensibles pour essayer de montrer un petit peu notre cadre d'intervention et nos travaux. Donc, première partie, peut-être une présentation rapide pour ceux qui ne connaîtraient pas de l'Institut. Nous sommes un organisme qui a été créé il y a une soixantaine d'années par l'État. La légende veut que le général de Gaulle, survolant l'Île-de-France, demande en hélicoptère, demande à ce qu'on lui mette de l'ordre dans ce bordel, et qu'il ait créé juste après cette initiative, enfin, ait pris l'initiative de créer l'Institut Paris Région, enfin non, l'Institut d'aménagement de l'agglomération parisienne à l'époque, pour élaborer ce qui était le premier schéma régional d'aménagement de la région. Donc, ça a été créé en 1960. Nous étions à cette époque-là une fondation d'utilité publique. Nous avons été transformés au fur et à mesure du temps, d'abord en 1982, puisque quand la région a pris finalement une compétence un peu plus forte en matière d'aménagement du territoire, elle avait demandé à ce que l'Institut Paris Région, enfin l'Institut d'aménagement à l'époque, lui soit rattaché. Donc aujourd'hui, nous sommes un organisme qui est rattaché au Conseil régional d'Île-de-France. Sa présidente, c'est la présidente de la région Île-de-France. Son premier vice-président, c'est le préfet de région, qui permet quand même de montrer encore les liens très très forts que nous pouvons avoir avec l'État. Nous sommes depuis quelques années une association, puisque notre statut a évolué, notamment pour prendre en compte un petit peu mieux les questions, en tout cas la représentation et toute la gouvernance de la région Île-de-France. Nous sommes une association de loi 1901 qui réunit plusieurs collèges, évidemment État, région, des grands opérateurs, des grandes industries, des collectivités, mais ça a changé un petit peu la donne, ne serait-ce qu'en termes de gouvernance. Et peut-être ce qui est important aussi, nous sommes une agence d'urbanisme, nous avons le statut d'agence d'urbanisme, mais à la différence de beaucoup d'agences d'urbanisme en France, il y en a une cinquantaine. Nous travaillons, nous, à l'échelle de la région en entier. Beaucoup d'agences travaillent à l'échelle de zones d'agglomération, de grandes villes, etc. Elles sont beaucoup plus dans le projet urbain et nous, peut-être notre spécificité, c'est de travailler à l'échelle de 8 départements, parfois plus, puisqu'on travaille aussi souvent à l'échelle du bassin parisien, voire à l'international, mais en tout cas, dans nos travaux, travailler beaucoup à l'échelle de la région Île-de-France. Et surtout, de porter un regard aujourd'hui, d'avoir une vision, enfin, de notre travail, c'est d'être un bureau d'études d'aménagement, de conseiller finalement le Conseil régional Île-de-France, mais pas uniquement, de conseiller aussi les autres collectivités territoriales, les services de l'État, dans toute la problématique de planification et d'aménagement du territoire. On n'est pas beaucoup dans le projet urbain, on est plutôt dans des grands projets de planification. L'exemple le plus emblématique dernièrement étant l'élaboration du dernier schéma directeur de la région Île-de-France, SDRIF-E pour environnement, donc pour essayer d'avoir une nouvelle stratégie finalement à l'horizon 2040. Donc ça, c'est un travail donc, qui se fait à différentes échelles, celui de la région et puis à celui d'autres collectivités territoriales ou d'autres territoires. Et puis, nous avons aussi finalement un rôle d'observatoire, de veille du territoire régional, puisque nous avons une soixantaine d'années d'existence, qui nous permet finalement de suivre beaucoup les évolutions dans de très nombreux domaines. Je vous mettais les moyens en dessous, c'est environ 220 personnes qui travaillent dans plusieurs départements qui sont à la fois de l'aménagement, de l'urbanisme, des transports, de l'économie. Je dirais qu'il y a un panel de personnes et d'experts qui permettent d'avoir et de suivre finalement dans sa globalité tout le territoire régional,
à la fois des approches très sectorielles, mais je dirais que ce mélange de personnes et de compétences permet aussi d'avoir des visions le plus souvent transversales. Et avec un outil qui, me semble-t-il, nous, en matière de risque, puisqu'on travaille sur les risques aujourd'hui, ça va être le sujet, on s'appuie aussi pour nos expertises depuis 40 ans d'observation du territoire régional à travers un système d'information géographique régionale qui compose plusieurs centaines de couches d'informations dans tous les domaines. Ça peut être de la démographie, ça peut être de l'économie, c'est de l'environnement, c'est des évolutions de l'occupation du sol, mais qui nous permet à la fois du croisement et de porter beaucoup, beaucoup d'expertise aussi sur ces questions des risques, notamment, mais d'une façon plus globale sur ces questions d'aménagement du territoire. Donc, c'est vraiment une vision très, très large que nous permet finalement nos outils. Si je reviens un petit peu plus sur la question des risques, finalement, et c'était le titre un peu de la diapo ou de la slide, c'est une prise en compte relativement récente. En fait, on travaille sur la question des risques dans un institut d'aménagement qui a 60 ans d'existence depuis un peu plus d'une vingtaine d'années, puisque c'est depuis le début des années 2000. L'Institut avait été très en avance à une certaine période sur beaucoup d'aspects environnementaux, de prise en compte d'enjeux environnementaux. Je parle des ressources, par exemple, ressources en eau, ressources en matériaux, les paysages, les milieux ouverts, la biodiversité. C'était des sujets qui avaient été abordés finalement très, très tôt, en tout cas dans nos activités, dans nos réflexions. Et la question des risques en était absente. Et en fait, nous y sommes arrivés par 3 points principaux. Donc, au début des années 2000, la toute première, ça a été finalement une demande du ministère de l'Environnement qui était venu nous voir, qui sortait les premières cartographies des zones inondables à l'échelle de l'Île-de-France. Bon, pour ceux qui ont un peu une intériorité sur ces questions-là, c'était les plus hautes eaux connues, c'était les PHEC, et qui vient nous voir tout simplement en nous demandant d'évaluer la question de la population en zone inondable en Île-de-France. C'était les premiers travaux. Il se trouve que dans nos outils, nous disposions d'une cartographie très, très précise, enfin à l'époque, par rapport aux autres outils existants, sous un format SIG, de la redistribution finalement sur l'occupation du sol et sur l'arrêté de l'occupation du sol des populations INSEE. Et donc, on a pu sortir très, très rapidement finalement une question de l'exposition, ne serait-ce qu'en termes de population de notre territoire. On s'est aperçu à cette occasion que certes, on avait parlé d'inondation, mais qu'il y avait peut-être d'autres risques. En tout cas, c'était la demande du ministère de dire, mais est-ce que vous avez des informations sur d'autres risques? Et on s'est aperçu que malheureusement, à cette époque-là, nous n'avions pas grand-chose. Même période à peu près, c'est les inondations, vous vous rappelez peut-être de la Somme en 2001, avec toutes les questions sur la durée de la crue, sur les populations exposées, sur la gestion de crise. Et à cette période-là, c'est la zone de défense, la préfecture de police qui vient nous voir pour commencer à nous interroger un peu sur des équipements un peu plus structurants, sur des équipements publics, sur l'exposition finalement de beaucoup d'éléments qui auraient pu les aider dans les gestions de crise. Donc, ça a été une première sensibilisation, je dirais, finalement, à ces questions aussi d'enjeux qui ne sont pas seulement de la population, mais qui peuvent être autres, notamment en termes de services publics et d'équipements très importants. Et puis, le troisième point qui a quand même consolidé un petit peu les choses, en tout cas qui a été le vrai lancement peut-être de notre action, en tout cas au sein de l'Institut, ça a été le bilan du schéma directeur de la région Île-de-France de 1994, schéma directeur qui avait été élaboré par l'État. Au début des années 2000, la compétence élaboration du schéma directeur revient à la région. Donc, il s'en empare pour lancer finalement un nouveau schéma directeur, mais qui demande en préalable de faire au moins l'analyse du document précédent pour au moins orienter, faire un petit peu un retour d'expérience sur ce document. Et évidemment, le rôle de l'Institut, ça a été d'éplucher très largement ce document et de regarder un petit peu dans tous les domaines quelles avaient été les grandes orientations, quels avaient été le suivi de l'évolution, etc. Et il se trouve qu'il y avait effectivement une page sur les inondations. C'était un A3, écrit très gros, donc avec pas beaucoup d'informations dedans. Donc, il portait un petit peu les premiers enjeux de l'inondation par débordement, mais sans vraiment beaucoup de chiffres. Et il y avait surtout un document qui l'accompagnait, qui est la carte de destination générale des sols, que nous avons analysé également, et qui montrait que finalement, ce schéma de 94, et c'était au moment où sortaient les premiers plans de prévention des risques d'inondation, avait prévu plus de 5000 hectares à urbaniser en zone inondable, et de façon assez prescriptive, puisque c'était une façon d'orienter l'aménagement. Et donc là, ça nous a fortement interrogés. Et puis, ça nous a interrogés aussi dans le sens où on parlait un petit peu d'inondation. Alors déjà, il y avait cette contradiction apparente avec les documents réglementaires potentiellement. Et puis surtout, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'autres risques dont on ne parlait pas, d'autres risques naturels. Les cavités souterraines, j'y reviendrai dans un instant. Il y avait d'autres types d'inondations. Les risques technologiques étaient totalement absents aussi de ce document. Donc, ça nous a amené finalement, ne serait-ce que pour préparer le schéma directeur suivant, à commencer à engager une réflexion sur la capitalisation des données pour pouvoir répondre finalement à la demande régionale. Et donc aujourd'hui, et je vais revenir aussi un petit peu dans les propos,
Tout ça aboutit aujourd'hui à une réflexion autour de la question des risques majeurs, naturels et technologiques, et comment on l'intègre finalement dans les questions d'aménagement durable du territoire, et de notre territoire francilien en particulier, avec une approche transversale. D'abord, on essaye vraiment d'avoir cette approche transversale, en ayant bien conscience qu'aujourd'hui, la question du risque, c'est aussi concilier des enjeux multiples. Quand vous êtes dans une région aussi complexe que la région Île-de-France, métropole mondiale, c'est à la fois concilier, je dirais, des enjeux de développement. Alors, c'est l'urbanisation nouvelle, parce qu'on a sans arrêt besoin de nouvelles urbanisations, on a besoin de nouvelles zones d'activité. En tout cas, c'est l'objectif souvent affiché par les territoires, qui se confrontent le plus souvent aussi à une pression de plus en plus, en tout cas des enjeux environnementaux qui sont de plus en plus prégnants. C'est les milieux naturels, c'est la défense du patrimoine, c'est la défense des ressources, c'est la gestion des milieux ouverts et comment finalement, quand on fait de l'aménagement du territoire, on compose, on passe beaucoup de temps à essayer de concilier des enjeux qui sont parfois contradictoires, sans même parler des enjeux politiques dans notre région qui sont particulièrement lourds, et tout ça dans un contexte en plus marqué finalement par la compétitivité des territoires. Alors c'est l'Île-de-France par rapport au niveau mondial, c'est des grands projets qui se développent, c'est un SDRIF qui a affiché pour le dernier document, celui de 2013, des objectifs extrêmement ambitieux en matière de construction de logements. C'était plus de 70 000 logements à construire par an, la plus grande partie dans l'agglomération centrale, donc ça porte tout un tas de difficultés potentiellement. Et puis, c'est des territoires en mouvement, puisque vous avez des nouveaux territoires de gouvernance, vous avez une métropole, vous avez des intercommunalités. Et il faut tenir compte de tout ça à travers finalement la question des risques aujourd'hui, c'est comment on les appréhende. Et plutôt que de les prendre comme une contrainte, comme souvent c'est le cas d'ailleurs par les aménageurs, en tout cas c'est comme ça qu'on le perçoit, donc aménageurs à tous les niveaux, que ce soit l'aménagement, les pôles environnementaux, enfin aménagement des collectivités, les aménageurs privés, etc., qui perçoivent finalement la question du risque comme une contrainte, comment nous on essaye de l'aborder comme une composante de l'aménagement du territoire. Composer avec le risque, c'est un petit peu le petit titre qui est là, ça veut dire beaucoup de choses. Ça peut vouloir interdire, effectivement, quand les enjeux sont trop importants, quand l'aléa est trop fort ou trop important, mais dans une région aussi complexe que la nôtre, ça veut dire aussi adapter. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout interdire, on va avoir énormément de difficultés à le faire. Il y a des grands partis d'aménagement, c'est de confronter aussi des grandes visions ou des grandes politiques d'aménagement les unes avec les autres. Ça peut être innové parce qu'il y a un vrai pouvoir d'innovation, je suis certain, en termes d'aménagement et de risque, mais en tout cas, c'est de changer un peu le regard sur ces risques pour en faire une composante et non pas obligatoirement une contrainte. Et pour l'Institut, finalement, ça a été trouver une cible. Il faut savoir que la région n'a pas de compétences directes en matière de risque. Elle n'en a pas parce qu'aujourd'hui, c'est soit les communes, soit l'État, mais elle n'a pas de compétences directes. Par contre, elle a des compétences en matière d'aménagement du territoire. Donc, ça peut ouvrir quand même une voie, je dirais, vers la question des risques. Mais nous, l'Institut, on était un organisme qui n'avait pas de compétences directes, effectivement, non plus pour créer de l'aléa. Et donc, par contre, par les outils que j'évoquais tout à l'heure, c'était notamment notre système d'information géographique et la somme de données dont on dispose souvent de façon très précise sur notre territoire régional, ça a été d'aborder la question du risque sous les enjeux dans toute leur diversité. Alors, ça peut être les grands indicateurs qui sont classiquement utilisés de population, d'emploi, d'urbanisation, mais ça a été aussi d'aller faire des enjeux beaucoup plus sectoriels sur les services publics, sur les grandes infrastructures, etc., pour essayer de montrer à la fois l'impact direct, l'exposition directe par rapport à ces risques, les impacts indirects éventuellement, et éventuellement des visions systémiques. Donc, c'est cette approche-là. Et puis, notre deuxième credo, je dirais, ça a été le partage de la connaissance. En tout cas, travailler sur les différents emboîtements d'échelle, j'y reviendrai encore tout à l'heure, entre la région, mais aussi les sous-territoires. Effectivement, même au sein de l'Île-de-France, les territoires sont très différents les uns des autres. Ils ne sont pas tous homogènes. Et donc, c'est avoir cette connaissance du territoire, qui sont tous à chaque fois particuliers. Et puis, ça a été de partager la connaissance. Elle l'a été dans un premier temps, même en interne, parce qu'effectivement, moi, j'avais des collègues, la question du risque était très, très peu appréhendée dans nos réflexions territoriales. Quand on faisait un diagnostic de territoire, ce n'était pas toujours pris en compte. Et puis, de plus en plus aussi, aller convaincre, notamment les collectivités locales ou les collectivités territoriales, de toute l'utilité de travailler sur cette question des risques, de mieux les prendre en compte en leur rappelant souvent les enjeux. Combien de fois on s'est retrouvé devant des maires qui nous disaient de toute façon, moi, je n'ai pas connu d'inondation depuis 50 ans ou 100 ans, je n'ai jamais été inondé. Et nous arrivions en disant, mais d'abord pour expliquer ce que c'est que le risque, évidemment, et l'aléa et la fréquence et l'occurrence, mais aussi pour leur rappeler que juste dans leur zone inondable, ils ont potentiellement 5 ou 10 000 personnes qui vivent ici et que les populations ont augmenté peut-être de 20% en 20 ans, etc. Donc, c'est d'essayer d'amener un certain nombre de réflexions sur la vulnérabilité des territoires qu'a évoqué précédemment aussi Frédéric dans le cadre des diagnostics. Juste cette petite cartographie, parce que c'est aussi le point de départ de nos réflexions.
C'est rappelé, Frédéric a beaucoup parlé de l'inondation par débordement de la Seine de la Marne, donc qui est cette catastrophe, enfin, cet aléa potentiellement extrêmement important à l'échelle de la région. On y reviendra aussi tout à l'heure. Mais pour rappeler que finalement, quand on parle de risque, l'ensemble du territoire régional est potentiellement concerné quasiment par des risques. Alors, c'est à la fois, en tout cas, des aléas. C'est les inondations, alors débordement, ruissellement. On a le retrait-gonflement des argiles qui prend aujourd'hui, en tout cas sur la période récente, une ampleur toute particulière. Paris s'est construit sur son sous-sol et la région centrale aussi. On a plusieurs milliers d'hectares de zones sous-minées par des anciennes carrières, donc qui sont aujourd'hui des risques plus lents. On a une centaine d'établissements Céveso. On a près de 5000 kilomètres de réseaux de canalisation de transport de matières dangereuses, pétrole, gaz, etc., avec des enjeux tout à fait considérables. On a des risques émergents sur les feux de forêt, sur des événements climatiques. Tout ça fait que finalement, il y a l'inondation, mais il y a aussi beaucoup d'autres risques qu'il faut aborder finalement dans nos réflexions d'aménagement, à la fois pour certains sur des approches qui sont extrêmement locales. Quand on parle de risques souterrains, quand on parle même, à mon sens, de risques technologiques, c'est souvent, s'il doit y avoir un événement, ce sera très, très localisé. Puis il y a des événements qui sont beaucoup plus systémiques, beaucoup plus d'enjeux métropolitains, régionaux, voire nationaux, comme on l'évoquait tout à l'heure au regard de la question du risque inondation, et qui soulèvent des questions beaucoup plus larges à l'échelle d'un très vaste territoire. Et donc, c'est comment on travaille finalement sur ces différents aspects. L'évaluation, pour nous, c'est la première chose, c'est connaître et évaluer les risques à l'échelle de notre territoire. Donc, chronologiquement, ça a été appréhendé par différents aspects. Ça a été d'abord connaître, évidemment, consolider tout un tas de bases de données à l'échelle du territoire régional, notamment la cartographie des aléas. Il faut avoir en tête peut-être que la cartographie que je vous ai présentée sur la page précédente, elle a été constituée à peu près dans les années 2000, au début entre 2005 et 2010. À l'époque, il n'y avait pas Géorisque, il n'y avait pas de cartographie régionale. Et ne serait-ce que constituer une carte de ce type-là, il fallait par exemple travailler avec au moins une quinzaine d'acteurs différents. Ne serait-ce que pour l'aléa inondation, il y avait 8 DDT à l'époque, qui chacune développaient leur cartographie dans le cadre des PPRI. Il y avait 2 IGC, Inspection Générale des Carrières pour la petite et la grande couronne, pareil sur le risque technologique. Pour récupérer les informations sur le transport de matières dangereuses, il a fallu travailler avec 5 grands opérateurs, il a fallu travailler avec le BRGM. Donc il y a eu tout un travail très très important de consolidation des données qui était la base de notre départ, donc de données aléas, et que on a poursuivi, je dirais, par toute la connaissance de l'exposition en développant des indicateurs. Taux d'urbanisation, population, mais de façon, souvent de façon très très fine. En parallèle, ça a été toute une réflexion sur la prise en compte des risques dans les enjeux d'aménagement, en réunissant à l'échelle, ne serait-ce qu'à l'échelle régionale à l'époque, tous les plans de prévention des risques d'inondation qui se construisaient, qui étaient approuvés au fur et à mesure pour avoir une dimension globale. C'était aussi un travail très, très lourd, mais ça a permis aussi d'avoir un regard éventuellement critique sur ces PPR en faisant noter, par exemple, les différences qu'on pouvait avoir sur un même risque de part et d'autre d'un cours d'eau ou d'une limite administrative avec des objectifs qui pouvaient être différents, etc. Ça renvoie à pas mal de choses. C'était tout le travail plus récemment sur les diagnostics territoriaux qu'évoquait à l'instant Frédéric. Et puis aujourd'hui, on travaille parce que des règlements climatiques pour essayer de porter un peu plus en compte, enfin mieux prendre en compte des phénomènes dont on s'attend à ce qu'ils soient plus intenses, plus récurrents. C'est notamment la question du ruissellement, du retrait-gonflement des argiles, voire des feux de forêt qui commencent à évoluer. Donc c'est aujourd'hui un travail sur ces risques un petit peu émergents. Et je voulais insister sur quelque chose, c'est que notre approche, elle est pas dans les sciences dures, ce que j'appelle les sciences dures, que j'ai mis entre guillemets parce que je ne savais pas comment les citer. On n'est pas dans de la modélisation, on ne fait pas d'études géotechniques, on n'est pas sur ces aspects-là. Par contre, on a une approche très géographique et surtout non aléa centrée. C'est-à-dire qu'on ne produit pas de données d'aléa, on utilise celles qui nous sont fournies par soit les services de l'État, soit par les organismes de recherche type BRGM, CEREMA, etc. Mais notre approche, elle est vraiment sur cette question aujourd'hui de la vulnérabilité, de la résilience des territoires pour expertiser finalement l'exposition, l'évolution des enjeux dans le temps, les approches systémiques qui peuvent travailler sur le fonctionnement métropolitain, la question du fonctionnement d'une métropole de 10 millions d'habitants qui s'appuie très fortement sur ces réseaux d'infrastructures. Connaître leur vulnérabilité, leur fragilité permet aussi d'avoir une vision un petit peu plus globale sur la question de la métropole. Ça permet de travailler aussi sur les interdépendances de territoires, comme les évoquait tout à l'heure Frédéric. Ça peut être lié soit à des ressources, à de l'alimentation en eau, ça peut être des questions de transport, voire des dépendances peut-être en matière économique, etc. Ça peut renvoyer aussi à des questions sociales. Donc, c'est une approche très, très large, finalement, de la question de la vulnérabilité. Et pour ce faire, nous le faisons
ça a conduit aussi à avoir une approche qui est surtout pour le risque inondation à grande échelle, mais qui, je pense, peut aussi se retrouver sur d'autres types de risques. Ce qu'on essaye vraiment de porter aujourd'hui dans toutes nos réflexions, et je vais y revenir dans un instant, dans quoi on essaie dans quel type de document on essaie de le porter, c'est vraiment une approche territorialisée et transversale de la gestion des risques. Quand je dis territorialisée, je suis assez persuadé qu'aujourd'hui, c'est aux collectivités territoriales de s'emparer de ce sujet-là. Bien sûr, sous l'égide de l'État. L'État donne les grandes orientations et c'est absolument indispensable qu'il donne les grands axes de la réflexion. Mais effectivement, comme l'évoquaient certains tout à l'heure, il y a un désengagement de l'État qui est plus ou moins réel, notamment dans les moyens à mettre en œuvre. Donc, c'est une vraie difficulté. Aujourd'hui, c'est comment finalement les collectivités peuvent et doivent s'emparer de ce sujet-là. Et donc, on essaie de le défendre en leur rappelant qu'à la fois, il y a plusieurs d'abord, elles ont un vrai rôle à jouer, en travaillant sur les différents temps de la gestion du risque. Et si je prends le cas de l'inondation, qui est particulièrement emblématique pour moi, notamment des grandes inondations, c'est travailler sur un territoire à la fois à l'échelle de la prévention. Et la prévention, c'est extrêmement large, hein. Ça va de la connaissance du risque, ça va l'alerte, ça peut être des mesures de protection à mettre en œuvre, et en tout cas étudier comment les mettre en œuvre. Tout ça, ce travail sur la continuité d'activité, ce travail sur la culture du risque, tout ça fait partie de la prévention. Et évidemment, il trouve d'autant plus d'efficacité, à mon sens, quand cette action de prévention se fait au niveau le plus local. Donc là, il y a un vrai enjeu dans ce domaine-là. Mais on ne peut pas le discerner pour moi du temps de la crise. Et quand on évoque les chiffres qu'évoquais tout à l'heure, et je le referai aussi dans un exemple de travail qu'on est en train de faire aujourd'hui, quand vous avez plusieurs dizaines, centaines, milliers de personnes potentiellement concernées, la gestion de crise, ça s'anticipe. Alors évidemment, l'État, à travers la zone de défense, fait ce travail d'anticipation dans la grande planification. Pour autant, sur le terrain, il va y avoir énormément à faire sur l'hébergement, sur le sauvetage, sur la préservation d'un certain nombre d'enjeux. Et donc, ça s'anticipe aussi et ça doit se préparer et en ayant finalement connaissance aussi d'un certain nombre d'indicateurs pour pouvoir le préparer au mieux. C'était notamment le cadre des réflexions qu'on a pu mener dans les diagnostics qu'évoquait tout à l'heure le PTB. Et puis, à mon sens, il y a une vision nouvelle aussi, c'est le post-crise. Post-crise, c'est quand même une réflexion qui est relativement récente. Ça date pour moi, moins d'une dizaine d'années, voire peut-être un peu moins. Mais c'est comment on rebondit après une crise majeure. Et là, c'est extrêmement compliqué parce que ça renvoie à énormément de choses sur la continuité d'activité, notamment celle pour moi des services publics, qui sont absolument indispensables à la résilience des territoires. C'est comment on aborde tout un tas de questions sur la reconstruction. Reconstruire quoi? Comment éventuellement? Ça pose la question d'enjeux particuliers. On ne l'a pas évoqué, enfin ça n'a pas été évoqué, mais par exemple la question des déchets post-crue, c'est tout à fait considérable. Si on ne l'a pas anticipé avant, ben, ça va être extrêmement compliqué au moment de le réaliser. Ça va être des enjeux psychosociaux considérables, ça va être des coûts économiques, etc. Ça renvoie à des questions de solidarité aussi, parce que quand l'eau sera plus là, mais qu'il n'y aura toujours pas d'électricité, pas tout un tas d'éléments, ça va être extrêmement compliqué. Et tout ça, à mon sens, doit être pensé vraiment dans une approche globale à l'échelle du territoire. On travaille, nous, sur des questions d'aménagement et d'urbanisme, donc c'est aussi réfléchir finalement sur des emboîtements d'échelle, et notamment, est-ce qu'on travaille à l'échelle de la construction? Mais pour autant, construction ne fait pas un quartier. Un quartier, c'est des flux, c'est une vie sociale, c'est une vie économique. Donc, il faut réfléchir évidemment à l'échelle de la construction pour le rendre moins vulnérable. Mais la somme, j'ai l'habitude de dire que la somme des résiliences individuelles ne vont pas faire une résilience collective. Et donc, il y a aussi cette échelle peut-être de l'urbain, de la ville, de toutes ces interactions qu'il faut prendre en compte. Et puis, c'est aussi l'échelle des grands territoires. Parce que quand vous faites de la planification, ça revient aussi un petit peu à ce qu'évoquait tout à l'heure Frédéric, c'est ces solidarités à aval, mais qu'à un moment, il faut travailler aussi entre grands territoires. Et si on veut protéger Paris, il faut qu'il y ait une vraie coopération avec les territoires en amont. Alors évidemment, on va leur demander peut-être beaucoup à un instant T, mais il faut effectivement qu'il y ait cette redistribution, cette péréquation entre territoires, mais ça demande certainement une analyse extrêmement large. Et puis, ce qu'on essaie de porter aussi, et ce qu'on a fait par exemple dans nos diagnostics territoriaux, c'est essayer de porter la question du risque dans toutes les compétences des collectivités. C'est-à-dire sortir de la question du risque proprement dite, mais dire comment on intègre le risque et son incertitude, surtout son incertitude aussi, parce que nul ne sait quand viendra l'événement majeur, mais dans l'ensemble des politiques et des compétences locales. Quand vous êtes une collectivité qui fait du développement économique,
quels sont vos choix d'orientation ou d'accompagnement finalement des acteurs économiques par rapport à un événement majeur? Si vous faites une stratégie de développement, est-ce que ça vaut le coup de tout mettre en zone inondable? Peut-être parce qu'il y a une vraie opportunité et c'est peut-être la seule opportunité. Dans ce cas-là, comment vous allez accompagner les acteurs du développement économique pour essayer de réduire leur vulnérabilité? Ça peut être des questions sur l'aménagement d'espaces verts, de biodiversité par rapport à des zones de moindre contrainte. Ça peut être évidemment des enjeux d'aménagement, ça peut être des politiques sociales. Mais finalement, comment on essaye d'introduire au moins cette question du risque et de son incertitude. Après, le choix, il est éminemment politique. C'est aux politiques de le faire, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais est-ce qu'on lui a donné les bonnes clés pour comprendre et éventuellement accepter et s'orienter finalement vers des objectifs un petit peu nouveaux? Et donc là, il y a, me semble-t-il, pas mal de choses à faire dans ce domaine. Et finalement, notre orientation aujourd'hui, bah, le résultat de tous ces travaux, toutes ces réflexions, ça se situe dans, je dirais, plusieurs champs de compétences, en tout cas plusieurs missions, plusieurs types de travaux. C'est évidemment, par exemple, à l'échelle de l'Île-de-France, on accompagne aujourd'hui fortement la directive inondation. À travers, depuis quelques années, ça a été initialement le PRI et le PGRI, donc c'était l'évaluation préliminaire des risques inondations, ça a été le PGRI. Et aujourd'hui, on est très, très impliqué aussi avec, évidemment, de très, très nombreux acteurs franciliens sur la stratégie locale de gestion du risque inondation, voire dans les PAPI, en accompagnement d'un certain nombre de réflexions aujourd'hui sur lesquelles on essaie de porter ces réflexions un petit peu globales du risque. C'est évidemment pour nous, en tant qu'acteurs de l'aménagement et porteurs d'un certain nombre de grands projets, c'est porter cette question du risque par rapport à toutes les autres politiques qui sont portées. Il faut bien avoir dans l'idée que chacun des acteurs qui participent, par exemple, à l'élaboration d'un schéma directeur, il faut essayer de convaincre, ou en tout cas de porter la question face au développement économique par rapport à des grandes orientations de développement de transport, etc. Et donc, c'est finalement comment on essaie d'apporter notre réflexion dans des documents aussi importants, par exemple qu'un SDRIF, qu'un SCOT métropolitain, que des stratégies de territoire comme des PNR, pour essayer de porter la question des risques majeurs et éventuellement de leurs solutions aussi dans une autre façon de construire et d'aborder la question. C'est l'évaluation des outils. On y reviendra peut-être tout à l'heure à travers les PPR. On a pu aussi émettre un certain nombre d'avis au bout d'un certain temps sur l'efficacité des PPR, notamment des PPRI en Ile-de-France. On a fait il y a quelques années une étude ACB et AMC sur le projet Basset. Ça nous a permis aussi d'avoir un regard sur tous ces processus de décision et on trouvait peut-être aussi les limites, en tout cas par rapport à une échelle territoriale qui est l'échelle de l'Île-de-France. Et puis en rappelant évidemment que tout ça se fait en partenariat étroit avec de très nombreux acteurs. On ne travaille pas seul. Honnêtement, on n'est pas nombreux au sein de l'Institut à travailler sur la question des risques. On est un et demi, mais on travaille avec énormément de personnes. Évidemment, les services de l'État, alors que ce soit au niveau central ou au niveau déconcentré, notamment la DRIAT, un certain nombre de collectivités, les EPTB, des opérateurs de réseau, on y reviendra aussi, parce que c'est quand même aujourd'hui la grande question de la vulnérabilité de nos territoires, c'est la déficience, enfin, éventuellement des grands réseaux structurants de notre système métropolitain. Donc, il faut aussi nouer finalement des contacts et des acteurs et des travaux avec ces acteurs. C'est évidemment les organismes experts, et puis on travaille de plus en plus aussi avec les assureurs, parce que l'assureur a peut-être aussi besoin de données. Il se trouve qu'on a une très bonne connaissance de notre territoire et que ça peut aussi finalement accompagner un certain nombre de réflexions. Et par contre, peut-être à la différence, par exemple, d'un organisme comme le PTB, en tout cas de l'Action Épicène, notre cible n'est pas complètement le grand public. Aujourd'hui, on essaie plutôt de s'adresser à des publics de décideurs territoriaux. Alors, ce n'est pas les plus simples, souvent à convaincre, mais c'est en tout cas aujourd'hui de vraiment mener une réflexion sur les acteurs et les décideurs des territoires. Et donc, tout ça nous mène aujourd'hui, depuis plusieurs années, à travailler sur des données, des indicateurs, finalement, pour construire des récits et des stratégies. Euh, je crois qu'aujourd'hui, par exemple, sur le risque inondation par débordement, on a réussi à construire, avec plein d'autres acteurs depuis maintenant une quinzaine d'années, le récit de la grande inondation, de quelles pourraient en être les conséquences, quels sont les effets potentiels, quelle est la vulnérabilité de nos territoires métropolitains à ce type de risque. Et c'est finalement toutes ces données et tous ces indicateurs qui ont certainement permis aussi de le construire, en tout cas d'avoir des arguments dans ce domaine pour essayer de porter le message. Et puis, je finirai sur cette première partie, peut-être, sur cette diapositive qui est la vision, qui résume un peu cette vision. Résilience des territoires, c'est vraiment ces trois axes: prévention, gestion de crise, retour à la crise et post-crise, et tous les outils qui peuvent être mis en œuvre, qui sont finalement extrêmement divers, pour essayer d'accompagner une plus grande résilience, même si j'aime pas trop ce mot-là, mais en tout cas, essayer de réduire la vulnérabilité de nos territoires au risque majeur. Est-ce que je m'arrête là sur cette première partie? C'était peut-être un petit peu Oui, rapide. merci. Non, au contraire, merci Ludovic. On va faire une première, effectivement, une première ouverture aux questions.
avant de reprendre. Oui. Des questions, des demandes de précision? Je suis sûre que vous en avez plein. Oui, Corinne? Oui, merci Ludovic, j'ai vraiment bien apprécié la présentation. J'avais juste une question, si vous avez une idée de la distribution sociale de la vulnérabilité. On a des connaissances en termes d'infrastructure, de fonctionnement des réseaux, etc. Mais est-ce que vous avez une entrée aussi de la diversité sociale et de la population qui pourrait être Ouais, touchée parce que leur capacité de réponse est bien souvent sûr. pas la même et donc ça peut voilà, poser Ça fait des partie. Alors, par problèmes exemple, particuliers. bien sûr. Alors, quand on l'a fait, par exemple, sur des diagnostics de territoire, on en a fait quelques-uns. On a fait ceux qu'évoquait tout à l'heure Frédéric Gage sur les 3 départements, enfin, 3 intercommunautés de la Grande Couronne. On avait fait aussi de la métropole du Grand Paris. Effectivement, dans les réflexion qu'on essaie de porter, on ne dit pas il y a, enfin, en termes de logement ou de population, on ne dit pas il y a 500 000 personnes. D'abord, c'est allez, 10 000 personnes, mais qu'est-ce que représentent ces 10 000 personnes? Évidemment, ce n'est pas la même chose si c'est 10 000 sur 15 000 ou 10 000 sur 150 000. Donc, on essaie toujours de relativiser ces choses-là. Et en matière ne serait-ce qu'aussi de catégorisation ou typologie des logements, on essaye toujours d'intégrer les questions, par exemple, de politique de la ville ou d'HLM. C'est une première ébauche, hein, c'est un premier élément, mais ça permet de dire, bah, peut-être que sur un territoire qui a envie de s'engager sur des actions un peu dans ce domaine un peu plus, enfin, si elle en est persuadée et qu'elle y trouve des enjeux, bah, effectivement, c'est au moins, sans aller sur le niveau social, etc., mais c'est au moins marquer les quartiers politiques de la ville, c'est marquer les grands bailleurs sociaux et la part de la population qui est potentiellement exposée, qui sont dans des parcs finalement de logements sociaux, parce que derrière, ça peut vouloir impliquer tout un tas de réflexions sur la façon d'agir, sur aussi des correspondants ou des relais pour essayer de porter un peu plus cette message de la vulnérabilité. Nous, on est à une échelle un petit peu macro, mais effectivement, ces inégalités sociales, ça fait partie, à mon sens, des actes de recherche aujourd'hui sur après, mais ça en fait partie à la fois sur le post-crise, ça en fait partie sur la gestion de crise. La crise Covid l'a très très bien montré, les inégalités territoriales et la réponse extrêmement différente selon les territoires finalement à des principes d'évacuation sur des difficultés. Effectivement, ça me semble être aujourd'hui des points sur lesquels il faut absolument avancer dans le futur. Mais on ne l'a pas oublié et on pense que c'est extrêmement important effectivement. Merci Frédéric. Alors, on a Sandrine aussi. Sandrine, à toi. Oui, bonjour, avec une caméra, elle n'est pas floutée, elle est cassée. Donc voilà. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. On parle souvent de formation des acteurs de terrain, les habitants, les associations, les communautés, communes, etc., aux aspects risques. Et ma question concerne cette fois les personnes qui travaillent à l'Institut. Vous disiez que c'est assez récent, la prise en compte des risques majeurs, et que ça n'a pas forcément été très immédiat au départ dans les réflexions plus globales d'aménagement du territoire ou autres. Et donc, j'aimerais savoir concrètement comment la région forme les personnes qui travaillent à l'Institut sur ces questions de risque, sachant que plusieurs disciplines sont au rendez-vous et que à l'université, il faut parfois des années pour pouvoir avoir devant nous un jeune spécialiste non expérimenté de la gestion des risques. Bah, honnêtement, nous sommes un peu dans cette situation. Alors, on a la chance d'être une entreprise, on n'est pas très très nombreux, on a quand même beaucoup de transversalité, on a des grands projets communs. Enfin, c'est-à-dire que quand on monte un schéma directeur de la région Île-de-France, c'est 50 personnes, c'est 10 départs, enfin, c'est les 8 départements qui travaillent, donc il y a obligatoirement des interactions. On a beaucoup de publications, on a quand même, enfin, qui permettent de faire passer le message, je dirais. Donc, ça y vient, ça va faire 15 ans qu'on porte des réflexions sur la vulnérabilité de nos territoires. Donc, évidemment, au bout d'un moment, ça percole un petit peu au sein de l'Institut. Que ça soit un réflexe, surtout projet d'aménagement, c'est pas évident, mais c'est l'objet des diagnostics que l'on porte. Quand on travaille ensemble sur un sujet, c'est essayer de le porter. Ou de la même façon, sur des approches sectorielles, j'ai l'exemple aujourd'hui d'une réflexion sur la résilience des transports ferrés en Île-de-France à l'aune du dérèglement climatique. Ben, on essaye d'amener aussi toute cette connaissance sur la vulnérabilité. C'est pas une exposition, c'est aussi un fonctionnement, etc. On essaye de porter le message.
C'est très très long. Enfin, c'est long. Ça l'est peut-être un peu moins à l'Institut que vis-à-vis d'autres acteurs. Et puis, effectivement, la vraie difficulté, c'est comment on le porte aujourd'hui à l'échelle des collectivités ou comment on présente ça dans des contextes extrêmement mouvants de personnes qui évoluent, qui bougent sans arrêt. On pourrait évoquer, même dans les grandes entreprises, je me rappelle Sequana 2016, on avait travaillé avec France Télévisions, etc. 2 ans après, on veut remonter quelque chose, une opération, les personnes sont toutes parties. Enfin voilà, une des difficultés sur ces questions de risque, c'est souvent qu'on n'a pas cette culture initiale commune peut-être. Et là, je pense que ça revient à l'université certainement, un travail beaucoup plus prégnant à faire de comment on travaille sur les questions des risques dès l'université ou dès l'école, même si on fait de l'économie, il pourrait y avoir du risque, on fait de l'ingénierie, il pourrait y avoir la question des risques, enfin, l'appréhender de façon un petit peu plus globale. Et je dirais que c'est répéter, répéter. La pédagogie, c'est la répétition. On répète beaucoup depuis quelques années et ça percole, hein. On a beaucoup progressé dans ce domaine, me semble-t-il, depuis une quinzaine, une vingtaine d'années, mais il y a encore beaucoup, beaucoup à faire au regard de la complexité de nos territoires, par exemple. Je ne sais pas si j'ai suffisamment… Si, c'est très clair. Après, je pense que dans les universités, ces dernières années, il y a eu énormément d'efforts de fait pour proposer de nouvelles formations. Alors, je parle de la gestion des risques avec tout ce qui est cartographie, expertise, dans le domaine notamment de l'économie, hein, et pas seulement juridique, et de l'autre côté technique. Après, et là, c'est un message que j'envoie, les grandes entreprises savent recruter nos étudiants aujourd'hui dans ce domaine-là, hein, les Bac plus 5, risk manager, gestion des risques, carto, expertise, analyse économique, parce qu'il n'y a pas que toutes les autres, il n'y a pas seulement les approches techniques, il y a aussi tout ce qui est analyse économique, et puis j'aime pas le mot arbitrage, parce que c'est pas un arbitrage, mais finalement l'équilibre, durabilité, optimisation des coûts. Je pense que dans le public, on a encore pas mal d'efforts à faire pour aller chercher ces étudiants-là et sortir un peu des profils que l'on connaît depuis très longtemps. Enfin, peut-être pas en sortir, mais compléter les profils qu'on a l'habitude de recruter avec les nouveaux profils qui existent maintenant. Concrètement, je donne un exemple et puis je m'arrête là. À Strasbourg, on a ouvert un master en assurance et gestion des risques. Donc, on a une grande problématique risque majeur, formation des étudiants à tout ce qui est risque majeur. Et quand on a cherché des risques majeurs les premières années, donc le master a aujourd'hui 10 ans, on n'en trouvait pas parce qu'on me disait on est autodidacte, on s'est formé dans l'entreprise. Donc, on peut seulement vous parler de notre entreprise. Aujourd'hui, ça a changé parce que les entreprises ont embauché justement les nouveaux étudiants qui ont été formés. Et donc, je pense qu'il y a pas mal de choses à faire encore dans nos structures publiques, hein, dans ce domaine-là. Voilà, donc vous avez une petite arrière-pensée derrière ma question, mais c'était une vraie question, ce n'était pas une question rhétorique, c'est comment faites-vous au quotidien pour vous-même vous former alors que vous êtes censé être des experts pour aller expliquer les choses sur le terrain. En tout cas, merci. Oui, non, je suis d'accord. Et par exemple, j'ai très peu de contact avec le milieu de l'entreprise aujourd'hui. Je le regrette parfois parce qu'il y a certainement des choses à apprendre. Mais je ne suis pas aussi certain que vous que le milieu de l'entreprise soit aussi au fait, finalement, de la question des risques majeurs, inondations, etc. On l'a fait, par exemple, dans le cadre des diagnostics de territoire, une fois de plus, en allant voir sur certains territoires des très grosses entreprises qui étaient comme le pôle économique, finalement, par exemple, c'était sur Montreux, il y a une très grosse entreprise qui n'avait aucune conscience qu'elle était complètement exposée dans ses process, dans son exposition directe au risque d'inondation. Et c'était quand même une multinationale, quoi. Donc, ça interroge aussi quand même sur la perception et comment on fait pour porter l'information et pour la faire comprendre. C'est pas juste dire je suis dans l'eau ou pas dans l'eau, mais c'est pendant combien de temps, qu'est-ce que ça veut dire, comment on fait le circuit finalement de la continuité d'activité, de quoi je dépends, qu'est-ce qui est absolument important, etc. Et je suis pas certain qu'il y ait encore cette façon de penser partout. Il faut qu'ils virent leur risk manager parce qu'ils en ont et plusieurs. Pas des très grandes entreprises, hein. Les PME, les ETI, c'est totalement différent, on est tout à fait d'accord. Merci Ludovic, Frédéric. Thierry, à toi. Oui, moi j'ai une question, mais c'est mon tour ou… Oui, c'est à toi. J'ai une question, donc merci de cet exposé très complet.
J'ai une question qui fait écho à nos propres débats et discussions internes actuellement chez nous, à l'FPCNT, les dossiers qui nous sont soumis. C'est la question des assurances. Vous avez dit que peut-être vous l'aborderez plus loin, hein, je ne sais pas, hein, que vous travaillez avec le milieu des assurances. Et c'est vrai que c'est important parce que quand on parle de risque, normalement, on parle aussi de transfert du risque, de dilution du risque, du transfert du risque aux autres. Enfin, c'est quand même partie du sujet, la couverture du risque. Donc voilà, qu'est-ce que vous faites en ce moment, puisque vous le savez, il y a eu des rapports dont notre présidente était l'une des membres de la rédaction. Et donc, voilà, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus? Oui, j'y reviendrai aussi à travers 2-3 exemples sur lesquels on travaille, mais alors, je pense que comme pour tout le monde, c'est assez difficile de travailler avec les assurances, c'est jamais très, très simple. Alors il y a la CCR, il y a la mission risque naturel. On le fait parce que d'abord on échange à travers, tout un tas de réflexions qui peuvent être la CMI, le COPRNM, des choses comme ça déjà qui sont des regroupements d'acteurs sur lesquels on peut échanger. On a évidemment leur rapport et on peut apporter un regard critique sur leur rapport. Moi, j'en ai porté un récemment avec la CCR sur la question, les PPR inondations et est-ce qu'ils réduisent, je vais y revenir dans un instant finalement, l'efficacité des PPR par rapport à certains types de risques. Moi, j'insiste beaucoup auprès des assurances et de plus en plus sur la nécessité de connaître la sinistralité. Aujourd'hui, si on veut avancer dans la prévention, il faut savoir. Alors, et c'est vrai pour 3 aspects. Un, la localisation des événements. L'inondation par débordement, c'est des très vastes surfaces. Il y a peut-être besoin d'un peu moins de précision. Si on a des grands risques type, je sais pas, cyclone, etc., c'est peut-être un peu moins prégnant. Pour autant, quand vous êtes sur des questions, j'y reviendrai tout à l'heure, sur le retrait-gonflement des argiles, sur le ruissellement, etc., la connaissance de cette sinistralité fine doit permettre aussi d'améliorer la connaissance de l'aléa et finalement de l'exposition du territoire. Et c'est aussi quelque chose en matière économique. C'est-à-dire évaluer le coût des dommages, parce qu'à un moment, vous le disiez tout à l'heure, c'est des arbitrages. L'aménagement du territoire, ce n'est fait que d'arbitrage et donc ça répond aussi à des critères économiques, j'imagine, bien entendu. Et donc à un moment, pouvoir qualifier un peu plus, je veux dire, le coût des dommages, l'exemple de la sinistralité, qu'est-ce qui est touché pendant combien de temps, etc. Ça doit permettre aussi finalement d'avancer, de progresser collectivement sur la connaissance du risque. Et moi, je regrette, et je m'en suis ouvert à plusieurs reprises auprès des assurances, mais je pense que il y a des moyens de sortir je dirais, de la confidentialité de la donnée à l'adresse pour travailler à l'échelle de maille, pour travailler, anonymiser un certain nombre de données ou d'indicateurs. Mais comment on fait pour progresser sur ces questions-là? Et donc, c'est essayer de travailler ensemble pour essayer de progresser. Alors, je vous le disais, ça peut être les questions du ruissellement. Je vous montrerai tout à l'heure le retrait-gonflement. Ça peut être sur d'autres types de réflexions, sur l'habitat en zone inondable, etc. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc, c'est des processus qui se font de travaux partenariats, essayer d'être gagnant-gagnant sur des opérations. Et puis, je crois qu'à l'Institut, on a la chance de disposer quand même de beaucoup de données qui ne sont peut-être pas enfin, dont tous les territoires ne disposent peut-être pas de la même façon ou de la même qualité ou de la même antériorité. Et ça permet peut-être aussi de faire progresser un certain nombre de réflexions ou de réflexion sur des outils, la mise en œuvre d'outils. Donc, c'est par ce biais-là qu'on essaie d'accompagner nos réflexions, à la fois avec un regard critique par rapport à un certain nombre de données publiées, de regards publiés, ou des travaux en partenariat, etc., pour essayer d'avancer collectivement dans l'intérêt général, je dirais. Voilà. Merci Ludovic. Est-ce que vous avez une autre question? On poursuit la présentation. Alors, Ludovic. Je continue, je reprends. Oui, vas-y. Alors, est-ce que c'est OK pour vous? Vous le voyez? Donc, Parfait. je voulais illustrer en fait plutôt des travaux récents. Je vais essayer de pas être trop long. Si je le suis, vous me le rappelez. À travers finalement les risques. Je vous ai fait un peu le panel des risques qui pouvaient toucher l'Île-de-France tout à l'heure, en insistant bien sur la question de l'inondation. Et Frédéric l'a rappelé aussi tout à l'heure, c'est pour nous finalement la principale catastrophe naturelle qui pourrait survenir sur notre territoire métropolitain, mais peut-être même à l'échelle, enfin métropolitain au sens agglomération parisienne, mais aussi peut-être à l'échelle nationale, c'est une crue de très grande ampleur
qui se caractérise quand même, parce que chaque fois que moi je parle d'inondation en matière d'aménagement, je rappelle qu'il n'y a pas une inondation, mais des inondations, qu'à chaque fois le phénomène est différent, mais qu'on ne peut pas comparer le débordement de la Seine, de la Marne, en tout cas des grands cours d'eau avec les crues cévenols. Ce n'est pas du tout les mêmes dynamiques, et du coup, les enjeux de vulnérabilité ne sont évidemment pas les mêmes. Et c'est aussi et c'est pour nous un facteur assez aggravant, c'est potentiellement, si on fait référence à 1910, une crue qui sera de très longue durée, puisqu'elle pourrait durer 2 mois. 1910, ça avait été 2 semaines de montée des eaux, 5 semaines de décrue. Donc c'est quelque chose qui potentiellement peut durer extrêmement longtemps, et on sait bien que l'eau qui submerge pendant très longtemps un territoire, c'est aussi un accroissement considérable finalement du coût des dommages. Donc il y a beaucoup de choses dans ce domaine-là, et que aussi peut-être, c'est qu'on est un territoire extrêmement exposé à la fois par les populations de logement. Population, c'est plus de 900 000 personnes qui vivent, près de 1 million aujourd'hui, qui vivent dans cette cartographie des zones inondables, mais très très fortement concentrée sur l'agglomération parisienne, puisque je crois que c'est 85% d'une façon générale sur l'axe Seine et d'une façon très très importante sur les départements de Paris, les petites couronnes qui sont effectivement très largement urbanisées. Je vais revenir ensuite, c'est un enjeu majeur, à mon avis, c'est le deuxième grand point de vulnérabilité de nos territoires, c'est l'enjeu de la gestion de crise. C'est des enjeux économiques considérables, c'est des enjeux sur les services publics et la continuité des services publics, qu'ils soient étatiques, qu'ils soient celui des collectivités, des territoires, extrêmement lourds. Ça concerne des écoles, des services de santé, de l'enseignement, de la culture, etc. Donc, c'est des enjeux extrêmement importants. Mais c'est surtout aussi des enjeux qu'on a déjà évoqués, de vulnérabilité systémique. C'est-à-dire qu'une des caractéristiques de nos métropoles, c'est à la fois qu'elle est extrêmement concentrée, qu'elle, pour son fonctionnement, elle s'appuie sur des équipements de fonctionnement urbain, alors que ça peut être des centrales de production électrique, ça peut être des centrales, des unités d'assainissement des eaux ou de traitement des déchets, c'est des centres de stockage d'hydrocarbures, enfin tout ce qui fait fonctionner une agglomération qui historiquement, pour la plupart d'entre eux, en tout cas une grande partie d'entre eux, et pour des volumes souvent très, très importants de dessertes, sont localisés en zone inondable. Donc, ça porte des vraies questions aujourd'hui par rapport au fonctionnement métropolitain. C'est évidemment des questions de services publics. Et puis, c'est aussi ces questions de réseau. Alors, réseau de transport d'énergie, de transport public, RER, métro, tous les transports collectifs. On sait aujourd'hui qu'il y aura un impact majeur sur les déplacements, sur la mobilité de notre territoire. Et sans même attendre, je dirais, la crue d'occurrence centenale, même sur des crues beaucoup plus faibles de fréquence cinquantennale, on peut déjà avoir des conséquences extrêmement lourdes sur toutes nos mobilités intra-régionales ou infra-régionales, mais aussi à l'échelle nationale. C'est des interdépendances complexes, parce que tous ces réseaux ont besoin des autres réseaux pour fonctionner. Tout ça nous fait parler aujourd'hui d'une vulnérabilité systémique de notre territoire, donc qui dépasseront évidemment très largement les seules zones inondées, et puis avec un impact économique extrêmement lourd qui avait été évalué, je crois, par l'étude OCDE à 30 milliards d'euros en coûts directs. On pense que les coûts indirects seraient au moins d'un coût équivalent, et peut-être en regardant un peu ce qui aurait pu se passer, ce qui s'est passé avec la crise Covid, moi j'aurais tendance à penser, parce que c'est extrêmement difficile en plus à évaluer, que ce sera peut-être un peu plus que ça encore. Donc un enjeu tout à fait considérable. Et face à cet enjeu qui est porté, je dirais, depuis une bonne vingtaine d'années maintenant par les acteurs publics, nous, on se retrouve un peu sur cette question de l'aménagement du territoire et sur l'évolution de ce territoire, notamment en zone inondable, avec un constat, et ce sera la slide d'après, mais je le dis tout de suite, on a une forte augmentation des enjeux économiques et humains en zone inondable sur la période récente. Donc voilà, on constate, on augmente le nombre de personnes, le nombre de logements, le nombre d'activités aujourd'hui en zone inondable, notamment sur le cœur d'agglomération. Mais ce qui est intéressant, en tout cas, ce qui est à noter, c'est que ce n'est plus en extension urbaine. Et là, je rejoins des concepts d'aménagement. On n'urbanise plus de nouveaux terrains en zone inondable. C'est essentiellement aujourd'hui dans les processus de renouvellement urbain, de mutation, de densification, qui répondent aujourd'hui à des grands objectifs d'aménagement de la région Île-de-France. Ça peut être la loi du Grand Paris qui disait qu'il faut construire 70 000 logements par an en Île-de-France pour répondre à la demande de logement, et avec des objectifs de territorialisation qui ont placé une très grande partie dans l'agglomération centrale, avec des conséquences aussi, c'est que finalement ces objectifs de densification
il s'exerce essentiellement aujourd'hui, enfin depuis quelques années, on est dans un processus plutôt de désindustrialisation en Île-de-France ce remplacement des industries par des logements, des nouveaux logements, de la densification d'habitat individuel vers de l'habitat collectif. Mais en tout cas, surtout sur les friches industrielles, il se trouve qu'une grande partie des terrains mutables aujourd'hui en Île-de-France sont localisés le long de la voie d'eau, en bordure de Seine, en bordure de Marne. C'est d'anciennes friches industrielles qui ont profité finalement de la Seine et de la Marne ou des grands cours d'eau pour se développer. Et donc là, on se trouve avec une espèce de contradiction finalement dans les enjeux de développement qu'il peut y avoir. Ça va se poursuivre aussi avec un schéma directeur de la région Île-de-France. Alors ça, c'était celui de 2030 qui avait été arrêté, approuvé en 2013, mais avec des objectifs très forts de densification de notre cœur métropolitain. Et ça renvoie à des questions de vouloir limiter, et tout à fait louable, de vouloir limiter l'extension urbaine de notre métropole, de faire de la préservation d'espace, de profiter du réseau du Grand Paris pour faire de la densification. Ça répond à des grands objectifs d'aménagement. Aujourd'hui, on a des objectifs ZAN, zéro artificialisation nette, qui vont certainement renforcer encore ces questions de densification dans le futur. C'est plein de projets d'aménagement qui sont aujourd'hui construits en zone inondable. Donc, on a un vrai processus aujourd'hui qui va se poursuivre encore sur certainement de longues années, et qui est illustré notamment par ce schéma, enfin, en tout cas ce chiffre, entre 2000 et 2020. Donc, c'était la dernière période où on avait arrêté un peu nos calculs, mais on va les reprendre certainement très prochainement. On avait évalué à 100 000 logements, nouveaux logements construits en zone inondable. Mais essentiellement dans du renouvellement urbain et absolument pas en nouvelle urbanisation, en tout cas en extension de l'urbanisation. Donc vous avez quelques chiffres ici, mais ça interroge, évidemment, ça ne manque pas d'interroger, et ça interroge aussi sur des aspects de vulnérabilité, notamment celui de la gestion de crise, parce que c'est beaucoup de populations supplémentaires qui sont mises en zone inondable, peut-être dans des immeubles qui, s'ils ont été construits selon les règles des plans de prévention, sont peut-être moins vulnérables intrinsèquement, c'est-à-dire qu'ils ont été peut-être mieux construits par rapport au risque d'inondation. Pour autant, dans une économie ou dans une vulnérabilité d'échelle, on peut s'interroger finalement sur la prise en compte de cet effort de densification par rapport à d'autres objectifs, ou ne serait-ce que par rapport au risque d'inondation. Et le chiffre qu'on avait marqué, que j'avais noté, tous les PPR n'ont pas été élaborés au début des années 2000, mais on avait quand même une grande partie de ces logements qui avaient été construits post-PPR. Donc, ça a été une des premières réflexions avec un regard pour nous sur l'efficacité, les limites des PPRI dans le contexte francilien. Pour dire aujourd'hui que effectivement, c'est des documents d'une façon générale. On peut critiquer les PPR, mais heureusement qu'ils existent. S'il n'y en avait pas, ce serait certainement beaucoup plus complexe aujourd'hui à gérer. Ils ont eu beaucoup aussi d'intérêt, ne serait-ce que pour la connaissance du risque, pour une vision homogène du risque à l'échelle régionale, mais qui trouvent peut-être un peu des limites de leur efficacité dans le contexte francilien, qui était déjà, notamment dans Paris et l'approche couronne, on était sur un territoire qui était déjà très largement construit, avec une urbanisation existante. Donc finalement, c'était un peu plus complexe peut-être à mettre en œuvre. Ils sont extrêmement efficaces pour répondre aux enjeux de protection des espaces non construits, c'est-à-dire des zones, par exemple, d'extension des crues. On se rend compte que les PPR les protègent de façon très, très efficace. On a très, très peu de logements, ou en tout cas d'opérations qui se font dans des zones aujourd'hui protégées par les plans de prévention des risques, mais qu'il y a des questions des PPRI qui ont été en plus qui sont souvent anciens. Les plus importants, en tout cas dans l'agglomération centrale, ont été faits il y a plus d'une vingtaine d'années pour la majorité d'entre eux, et qui a aujourd'hui beaucoup d'enjeux de vulnérabilité qui ont été étudiés depuis maintenant une quinzaine, une vingtaine d'années, qui n'ont peut-être pas été pris en compte. Je parlerai de la gestion de crise, le rapport à la gestion de crise, à l'accessibilité, la durée de la crue, le fait que la durée de la crue, enfin qu'une crue puisse durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines sur un territoire. Les PPR n'ont pas beaucoup appréhendé la question des réseaux, des flux, ne serait-ce que même peut-être la culture du risque n'est pas abordée dans ces documents. Donc ils sont, une fois de plus, certainement indispensables. Je ne suis pas certain qu'ils soient révisés, mais qui met d'autant plus l'accent sur la nécessité d'une stratégie finalement à l'échelle régionale, avec d'autres outils, je pense notamment au PAPI, à tout un tas d'autres outils, mais qui viennent accompagner finalement ces documents réglementaires, mais qu'il y a beaucoup de choses certainement dans ce domaine de la prévention qui ne peuvent se faire aujourd'hui, en tout cas dans l'état actuel peut-être, par les seuls PPR. Pour autant, ils existent, il faut absolument... à défaut de les remettre en tout cas les conforter, et à défaut de les remettre en révision, etc. Je crois que c'est malheureusement relativement compliqué aujourd'hui peut-être. Ce qui conduit aussi pour nous à avoir une réflexion sur, on travaille sur l'aménagement et l'urbanisme à un horizon 20 ans, 30 ans, 40 ans, et face à ce constat de continuer à construire peut-être en zone inondable, alors on peut s'interroger pourquoi ou pas,
J'aime aussi rappeler en tant que géographe que tous nos territoires, en tout cas, il n'y a pas de grande métropole qui ne soit pas construite autour de l'eau, enfin, ou même de grandes villes à l'échelle du territoire français. La question, c'est plus le regard qu'on a pu avoir longtemps sur le fleuve et sur l'eau, qu'on a peut-être oublié parce qu'on n'avait pas connu de grandes inondations sur un certain nombre de territoires, qu'un fleuve pouvait déborder. On était aussi dans des périodes de très forte urbanisation, je pense notamment à l'après-guerre, etc., et qu'on a peut-être oublié qu'un fleuve pouvait déborder, et que cette question du risque avait peut-être été un peu ou fortement oubliée pendant très très longtemps. Pour autant, on y revient. Je pense qu'il y a tous les travaux qui sont menés maintenant depuis une vingtaine d'années sur ce sujet-là qui montrent toute la vulnérabilité. Et nous, en tant qu'Institut d'aménagement et d'urbanisme, ça nous interroge évidemment. Comment fait-on? Est-ce qu'on peut continuer à afficher? Alors, on pourrait se dire, c'est comment on met en cohérence les grandes politiques publiques d'aménagement et comment on les hiérarchise. C'est pas le rôle, enfin, l'Institut pourrait peut-être donner des idées ou porter des messages, mais c'est pas nous qui sommes décideurs en la matière. Mais en tout cas, ce qu'on essaie de porter, c'est peut-être d'autres façons d'imaginer la construction en zone inondable, avec des questions qui sont aussi simples que ça. Est-ce qu'aménager, ça veut dire construire? Et qu'est-ce qu'on va construire en zone inondable si on doit construire? Ne pas oublier que l'urbanisation, ce n'est pas que de l'espace construit, ça peut être aussi des espaces verts urbains, des parcs, des paysages, des parcs paysagers, des espaces verts, des parcs sportifs, dont on aura d'autant plus besoin, par exemple, par rapport à la densification. Donc, c'est peut-être privilégier l'installation ou la localisation de ces nouveaux équipements dans les zones d'aléas les plus forts. Ça peut être aussi, parfois on n'a pas le choix, on doit construire en zone inondable parce que les contraintes du territoire ou d'autres contraintes font que c'est un choix qui peut être pertinent. Mais dans ce cas-là, est-ce qu'on est capable de se fixer des objectifs de résilience? Je prends souvent la question, l'exemple d'un collège que vous allez construire en zone inondable. Il y avait une étude qui avait été faite par un conseil départemental il y a une dizaine d'années qui montrait que après une grande inondation, il lui fallait 1 an et demi pour reconstruire et pour remettre les élèves dans ce collège, dans leur collège, après une inondation majeure. Aujourd'hui, comment on construit ou comment, dans les appels d'offres ou dans la façon de construire ou de préparer un dossier, on va demander aux architectes et aux urbanistes de faire en sorte que votre équipement puisse repartir en 1 mois. Et ça peut être vrai pour ça pourrait être vrai pour le logement, comment on peut laisser peut-être une partie de la population dans leur logement, etc. C'est changer aussi le regard, c'est ce que j'évoquais peut-être en préambule, sur la notion de risque. Ça peut aussi porter des valeurs de résilience, d'innovation. C'est pas s'arrêter au PPRI, c'est comme on dépasse le PPRI dans beaucoup de domaines, dans la façon de construire, pour en faire finalement des questions d'innovation, en tout cas porteurs d'innovation. C'est renforcer le lien aménagement-gestion de crise. Donc là, je pense qu'il y a des vrais enjeux. Et donc voilà, il y a tout ce travail à porter aujourd'hui, alors qui est porté notamment par la charte des quartiers résilients en Île-de-France, qui est une opération qui a été faite une charte qui a été élaborée dans le cadre de la stratégie locale de gestion du risque inondation par les services de l'État et beaucoup d'autres partenaires. Force est de constater qu'on a quand même un petit peu de mal à la mettre en œuvre aujourd'hui, mais que ça va faire partie quand même d'une des réflexions de la nouvelle stratégie locale du cycle 2. Je crois aussi qu'on n'a peut-être pas fait encore le retour d'expérience sur la construction inondable. Qu'est-ce qu'on a fait exactement? À quoi ça ressemble? Est-ce que c'est vraiment dans tous les logements construits, dans toutes les opérations? Parce qu'il n'y a pas que du logement, évidemment, il y a aussi du bureau, il y a des équipements. Comment ont-ils appréhendé cette question du risque inondation? Ça pose dans nos réflexions aussi la question du build back better. Moi, je crains que le build back better face à une inondation majeure ne soit pas foncièrement possible. Il y aura une telle pression, une telle urgence que ça va être extrêmement compliqué et que je préfère profiter finalement du renouvellement urbain pour faire du build back better et essayer finalement de porter des questions un petit peu différentes, en tout cas une autre façon d'aménager peut-être en zone inondable. Et puis, l'autre point peut-être, c'est le partage de la culture du risque. Je vous présenterai dans un instant une cartographie de l'information aussi pour que les acteurs soient sensibilisés. C'est connaître pour anticiper à l'échelle individuelle comme à l'échelle collective. Et à un moment, il faut aussi du partage de l'information sur tous les enjeux, par exemple, de ce risque majeur. Autre travail que nous menons actuellement, et là, on est sur la gestion de crise qu'on a assez largement évoqué tout à l'heure aussi. Effectivement, je vous disais que pour moi, ça fait partie des grands enjeux de la vulnérabilité de notre territoire, au regard notamment de l'importance des personnes, du nombre de personnes exposées. On parle donc de plusieurs centaines de milliers de personnes. Je suis assez persuadé aujourd'hui que notre système d'organisation de gestion de crise peut très bien gérer 5-10 000 personnes. Enfin, en tout cas, même si ça peut être difficile, on doit être en mesure de le faire, mais je crois qu'on n'a jamais été confronté à une catastrophe de très grande ampleur, et ça pose plein de question par rapport notamment à ce risque d'inondation majeure, c'est sauvegarde des populations résidentes. Est-ce qu'on les évacue?
Est-ce qu'on les héberge? Est-ce qu'on peut les héberger dans des conditions dégradées, sans eau, sans électricité? Pendant combien de temps? Ça renvoie pas mal d'éléments qui sont directement liés évidemment à la durée de la crise et de la submersion. C'est toute la question éventuellement de l'approvisionnement et de la logistique, que ce soit en nourriture, en eau potable, etc. C'est des dimensions sociales, c'est des conditions de retour à la normale. Un immeuble qui aura été inondé pendant 3 semaines, un mois, il va peut-être falloir plusieurs semaines pour le remettre en état, voire plusieurs années, au regard du nombre d'autres équipements qui seront concernés. Donc il y a des vrais enjeux dans ce domaine. Et on a engagé, parce que ça fait partie évidemment des préoccupations de tous les acteurs, et notamment de la zone de défense et de la DRIUAT dans ce domaine, qui pilote aussi ces réflexions, on a engagé depuis quelque temps un travail sur l'évacuation, sur l'estimation des populations évacuées, selon différents critères, différentes hypothèses, typologie de logement, hauteur de submersion, est-ce que l'immeuble est accessible ou pas, des pertes de réseau d'importance vitale, est-ce qu'on peut maintenir finalement les personnes pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines sans électricité, etc. Donc on a des cartographies finalement de ces zones de fragilité, avec des hypothèses aussi de gestion des populations. Est-ce qu'on fait des propositions finalement d'ordre d'évacuation? On imposera quasiment éventuellement aux populations de bouger. Est-ce que on les conseillera très très fortement au regard des conditions dégradées à évacuer, celles qui pourront peut-être vivre dans leur logement mais dans des conditions dégradées. Donc il y a quand même des hypothèses qui sont portées selon différents scénarios de crue. Et en fait, tout le travail aujourd'hui qui a été fait avec notamment la zone de défense et la DRIUAT sur la base de ces hypothèses, ça a été d'évaluer les populations. C'est le graphe que vous avez un petit peu à droite qui montre qu'on a potentiellement plusieurs centaines de milliers de personnes qu'il faudrait évacuer de façon un peu impérative. Il y en a beaucoup plus encore dans des conditions de dégradées, en tout cas des recommandations d'évacuation. Et évidemment, ces chiffres qui sont extrêmement importants, hein, puisqu'on dépasse le million et demi d'habitants, posent énormément de questions. Et ça fait partie des nombreuses pistes de travail que j'évoquais sur les comportements des populations. Aujourd'hui, on ne sait pas, enfin si, on sait un petit peu, et c'est par exemple le retour d'expérience de la crise Covid, qui a une grande partie de la population, en tout cas, et ça vient soulager peut-être d'autant la gestion de crise, qui sont auto-évacués, qui sont partis d'eux-mêmes. Mais là, je reviens à la question de Corinne Larue tout à l'heure, ça a été aussi un formidable révélateur des inégalités sociales. Il y a ceux qui peuvent partir, qui ont les moyens de partir, et ceux qui ne peuvent pas partir. Donc, ça porte des questions qui sont certainement à approfondir sur les populations. C'est des questions de comportement, de suivi des consignes. Quand l'État va dire, on vous demande de partir, et rapidement, c'est aussi pour soulager la gestion de crise, ce sera un moment où on aura certainement les moyens de déplacement encore, mais si vous attendez trop tard, il n'y aura plus les moyens de déplacement. Donc ça va mobiliser énormément peut-être d'infrastructures et de moyens pour évacuer des personnes. Et donc peut-être tout l'enjeu aujourd'hui, ça va être, un des enjeux en tout cas, ça va être d'essayer d'évaluer, je pense dans les travaux futurs, la part de la population qui, pour tout un tas de raisons, refusera de bouger ou bougera extrêmement tard. Est-ce que c'est 10? Est-ce que c'est 20%? On ne sait pas. Et ça fait partie des grands enjeux pour demain. Toujours dans ces questions des personnes évacuées, c'est évidemment comment on partage l'information avec les collectivités territoriales sur le terrain pour qu'elles puissent préparer aussi leur plan d'intervention, notamment les PCS, les PICS. En tout cas, est-ce qu'elles ont les capacités, faire jouer aussi les actions de solidarité. Enfin voilà, il y a certainement des choses. Et on revient toujours sur cette sensibilisation culture du risque. On a sorti récemment un papier avec Samuel Ruffat, donc qui travaille beaucoup aussi sur ces questions de comportement des populations, qui montre que 50% de la population Île-de-France qui vit dans une ondame ne le sait pas. Donc ça renvoie aussi à tout un tas d'informations, de sensibilisation et de progrès à faire dans ce domaine. L'autre point, l'autre sujet justement sur cette sensibilisation, c'est évoquer avec vous un outil qu'on a développé et on en est relativement fiers depuis quelques années. En tout cas, on est content d'avoir réussi à le faire aboutir, qui est le résultat aussi d'un partenariat étroit avec l'État, avec les services de la DRIUAT et aussi les opérateurs de réseau. C'est un outil de cartographie en ligne, dynamique, des zones inondables en Île-de-France. Alors, c'est sur les 4 grands axes que sont la Seine, la Marne, l'Oise et le Loing, mais qui permet aujourd'hui de travailler sur différents scénarios. En gros, c'est sortir un petit peu de cette question. Il y a l'inondation centenale, qui est celle des plans de prévention des risques inondations. Puis, juste il y a quelques années, on n'avait pas d'intermédiaire. Et en fait, on se rend compte qu'il y a des effets de seuil qui peuvent être mis en avant, qui peuvent être importants. Paris, l'approche banlieue, jusqu'à un scénario de crue 59, finalement, sera assez peu, semble
apparemment assez préservé, en tout cas du débordement. Il s'agit de passer un cran au-dessus et là, on a tout de suite des centaines de milliers de personnes qui vont être potentiellement inondées. Donc, il y a tous ces effets de seuil, il y a cette compréhension finalement des conséquences d'une inondation. Et donc, c'est l'objet de cet outil qui est en ligne et vous avez l'adresse sous l'infographie, qui permet finalement à chacun de venir se positionner. Donc, c'est un outil tout public, donc aussi grand public, mais tout public, qui peut intéresser des collectivités, des opérateurs, des industries ou des acteurs économiques, et qui a pour but à la fois de sensibiliser sur la question de l'inondation et du territoire finalement exposé à l'échelle communale, mais aussi de montrer, et ça c'est pour nous un point extrêmement important, les fragilités de réseau. Et vous avez sur cette cartographie, c'est ce qui est en rose, c'est pour ce scénario de crue par exemple, quels sont les secteurs qui vont être en fragilité électrique, d'assainissement. C'est une version compilée de ces fragilités, mais qui vont permettre de comprendre peut-être que vous êtes peut-être hors zone inondable, mais vous n'aurez pas d'eau, pas d'électricité. Et donc, ça peut renvoyer aussi dans la préparation à la gestion de crise ou la connaissance de sa propre vulnérabilité un certain nombre d'informations. Et tout ça est rattaché derrière, évidemment, aussi avec un certain nombre d'indicateurs à l'échelle d'une commune qui vous rappellent le nombre d'habitants concernés, les grands équipements concernés, les écoles, tout un tas d'équipements publics qui sont potentiellement soit sous l'eau, soit en zone de fragilité électrique. Tout ça pour commencer à sensibiliser finalement les acteurs des territoires sur cette question. Voilà pour le débordement. Je ne sais pas si Myriam, il faut peut-être que je me dépêche un petit peu. Tu peux continuer si ça convient aux participants. Alors, je vais très vite aussi sur la question, je vous parlais tout à l'heure des inondations. Il n'y a pas une inondation des inondations. En fait, on a un phénomène de ruissellement. Les inondations par ruissellement, crues d'orage, crues intenses, qu'on a connu encore il y a quelques jours, qui nous semblait, en tout cas, qui nous a semblé peu prise en compte finalement dans nos réflexions globales, dans nos réflexions d'aménagement du territoire et dans la connaissance des risques. Et c'est vrai que c'était un risque émergent et les revues de diagnostic, le retour des diagnostics qu'on a pu faire, notamment sur Meaux et sur d'autres territoires, montraient qu'effectivement, si on voulait intéresser dans une réflexion un peu territorialisée, un peu globale finalement, cette question de l'inondation à l'échelle d'un territoire, si on s'arrêtait qu'au débordement des grands cours d'eau, on loupait une grande partie du territoire parce qu'il y a des communes qui sont situées à 20, 30 km de la Marne ou de la Seine et qui se sentent pas sensibilisées. Et dès lors qu'on a mobilisé la cartographie, notamment de la Caisse centrale de réassurance dans l'exercice que l'on a fait, on s'est rendu compte que là, ça mobilisait vraiment les acteurs de terrain qui, eux, sont confrontés de plus en plus fréquemment à ces phénomènes. Donc avec l'inondation, c'est lié évidemment au dérèglement climatique certainement, et eux le perçoivent de façon en tout cas beaucoup plus récurrente. En tout cas, il y a un vrai intérêt sur ces questions-là. Et en tout cas, des vrais enjeux autour de ces questions-là, d'autant plus qu'on peut certainement agir beaucoup plus que sur l'aléa des débordement sur son territoire pour les acteurs, c'est-à-dire qu'il y a certainement des mesures qui peuvent être mises en œuvre et qui sont peut-être beaucoup plus porteuses pour les acteurs ou les élus ou les services de ces territoires. L'autre point, c'est qu'on a fait, nous, une petite analyse, finalement, des arrêtés CatNat. Ça partait aussi d'une étude de la CCR qui disait que la moitié de sa sinistralité n'était pas finalement dans l'aléa débordement. Donc, on a voulu essayer d'approfondir un petit peu les choses. Et on a fait notamment une analyse des arrêtés CatNat qui montre, alors c'est basé sur la durée de l'événement, sur sa localisation, sur l'existence ou non de cours d'eau, etc., qui nous permet de dire aujourd'hui qu'à l'échelle régionale, par exemple, 64% des arrêtés sont liés à des phénomènes de ruissellement. Donc c'est tout à fait considérable, alors qu'on en a finalement assez peu parlé. Ça représentait l'essentiel des événements aussi, 88%. Ça concernait la très grande majorité des communes franciliennes qui avaient été concernées par ce type d'arrêté depuis une quarantaine d'années, avec aussi une forte orientation sur certains territoires, notamment les territoires très urbanisés, beaucoup plus urbanisés, donc ça renvoie à toutes les questions d'imperméabilisation et de densité urbaine du cœur d'agglomération, mais ça nous a permis d'avancer un petit peu sur, au moins dire, attention, le ruissellement, c'est quand même un enjeu d'aujourd'hui, et certainement pour demain, et en tout cas c'est ce que révèlent à la fois les études de la CCR, puisqu'elles parlent aujourd'hui une moyenne annuelle modélisée finalement du coût des dommages inondations qui pourrait plus que doubler à l'horizon 2050. C'est les travaux du groupe régional d'études sur le climat à l'échelle de la région Île-de-France qui portent aussi pour demain une accélération certainement de l'intensité des précipitations et du nombre d'événements. Donc on est dans une période où on sent qu'il faut absolument investir ce domaine et c'est ce qu'on a fait notamment en acquérant auprès de la Caisse centrale de réassurance cette modélisation
à l'échelle régionale. Donc, ça nous a permis juste d'avancer, au moins d'en faire un outil de dialogue et de présentation, pour rappeler l'importance finalement des enjeux, rappeler que, à la différence du risque inondation par débordement, là, c'est la totalité finalement des communes franciliennes qui sont potentiellement exposées, avec des enjeux, alors même si c'est la cartographie de l'aléa qui manque, enfin qui n'est pas extrêmement fin, comme en tout cas me semble-t-il pas aussi fin que celui du débordement, parce que c'est une représentation par maille, mais on a quasiment en termes d'emprise bâtie le double à l'échelle régionale du débordement, donc c'est des enjeux qui potentiellement peuvent être extrêmement importants. Avec une difficulté, c'est souvent que cette question de l'eau pluviale, elle est à la conjonction, au croisement de nombreuses politiques de gestion des eaux, que ce soit de l'assainissement, gestion des eaux pluviales, de risques, de gestion des milieux naturels. Donc, comment on l'appréhende, et ça fera l'objet un peu de la réflexion de la slide suivante, avec en plus, par rapport au débordement, très peu de documents réglementaires. Donc, il y a aujourd'hui nécessité d'avancer, en tout cas de porter un peu plus un regard sur ce type de risque d'inondation dans nos travaux. Avec une question, c'est comment on construit le récit de l'aléa ruissellement. Je le disais tout à l'heure, sur le débordement, on est capable de faire une grande histoire, de raconter tous les effets directs, indirects. On est sur des scénarios d'emprise globale qui touchent l'Île-de-France, un bassin versant beaucoup plus large. Enfin, il y a une vraie histoire à raconter avec tellement d'enjeux derrière que ça fait un peu film catastrophe, mais ça peut être un moyen de sensibiliser un peu les choses. Mais là, sur le ruissellement, c'est souvent une somme d'enjeux locaux. Donc, c'est vraiment que des micro-bassins versants, ça touche un endroit, ça touche quelques logements, rarement énormément de logements. Donc, il y a quelque chose à construire autour de ça. C'est le partage de l'information. Pour l'instant, la cartographie de la CCR, par exemple, qu'on a montré tout à l'heure, il n'y a pas d'équivalent qu'on puisse transmettre aux acteurs. Il n'y a pas de cartographie comme on l'a fait pour Cartosip, une cartographie du débordement aujourd'hui. Donc, pour autant, on a bien senti que ça pouvait être un outil de dialogue et on ne l'a pas encore à disposition pour un partage large de l'information. On s'interroge évidemment aussi comment on peut le prendre en compte dans les documents de planification et d'urbanisme, parce que si on n'a pas de cartographie d'aléas, c'est toujours un peu plus complexe à mettre en œuvre. Et puis, ça renvoie à toutes les pistes d'action qui vont différer évidemment très fortement entre zones urbaines et zones rurales. En zone urbaine, c'est tous les travaux qui rejoignent en plus beaucoup de politiques aujourd'hui d'aménagement sur la renaturation, sur l'ouverture, sur la désimperméabilisation, sur les espaces verts, etc., en milieu très urbain. Donc, qui peuvent aussi bénéficier finalement à la lutte contre l'inondation par ruissellement. Et puis en zone rurale, il y a peut-être les solutions fondées sur la nature à mettre en avant, l'entretien des cours d'eau, la réflexion sur les évolutions des pratiques agricoles. Il y a en tout cas tout un jeu d'actions qui peuvent être menées territorialement, en tout cas ne serait-ce que pour réduire l'aléa à mettre en œuvre. Et quand même, face à ce constat, nous, on fait quand même une première étape. Il nous semble qu'il y a une première étape à mettre en œuvre, c'est qu'on connaît très très mal cet aléa ruissellement. Les arrêtés de catastrophes naturelles que je vous ai montré tout à l'heure, la cartographie, c'est une cartographie communale. Savoir aujourd'hui, et c'est là je reviens sur la sinistralité que j'évoquais tout à l'heure, quels sont les secteurs qui ont été effectivement inondés par un événement, pour pouvoir essayer de comprendre le phénomène, pour avoir une vision un petit peu plus large, pour commencer à projeter des visions d'aménagement. On la manque totalement. Et donc aujourd'hui, notre objectif, c'est de travailler sur la modélisation du risque. Alors peut-être avec la CCR, en essayant d'améliorer son modèle, en tout cas en travaillant sur un référentiel qui ne serait pas core inland cover, mais un référentiel d'occupation du sol beaucoup plus fin. Ça, c'est la première piste déjà d'engagement. Et la seconde, c'est une approche sur la sinistralité, c'est de travailler avec les collectivités, les SDIS, les assureurs une fois de plus, pour essayer de repérer finalement les secteurs qui ont été impactés par des événements, pour essayer de monter une cartographie régionale un peu plus pertinente peut-être aujourd'hui du risque ruissellement à l'échelle de notre territoire. Donc ça, c'est une des pistes de réflexion. Et puis, je finirai juste sur le travail sur le RGA, parce que je vois qu'il est tard et je parle beaucoup. Je ne vais pas revenir sur les... Enfin, si, je peux y revenir, parce que c'est quand même aujourd'hui le principal risque en termes de coûts de dommages depuis maintenant une vingtaine d'années sur le territoire francilien. Ce n'est pas les inondations, c'est le retrait-gonflement des argiles. Ça coûte aujourd'hui... sur la période 95-2019, plus de presque 72 millions d'euros par an, donc c'est tout à fait considérable. C'est en augmentation constante. C'est énormément de sinistres qui ont été enregistrés. On a plus de près de 30 000 sinistres enregistrés en Île-de-France. C'est des montants particulièrement élevés, 50 000 euros en moyenne. Et puis on sait que c'est des coûts qui vont encore s'accroître dans le futur, avec presque 154 millions. Là, c'est aussi des études de la CCR qui montrent qu'à l'horizon 2050, on n'aura plus que doublé le coût du RGA. Donc, ça devient un vrai enjeu, finalement, de politique publique, de savoir comment on réagit. Myriam a fait son rapport sur l'assurabilité. Ça renvoie, à mon avis, aussi à toutes ces questions-là. Et en même temps, on a aussi une forte exposition de notre territoire, puisque nous, on a évalué
Et la construction type plutôt sinistrée, c'est les maisons individuelles. Donc, on a presque 1,4 million à l'échelle de la région. Île-de-France en zone d'aléa fort, enfin moyen à fort. 350 000 de plein pied qui sont les constructions sinistrées type. Donc, c'est des enjeux tout à fait considérables, même si on a bien conscience, évidemment, que c'est certainement pas 350 000 maisons qui seront touchées, mais si on en a même que 5 ou 10% dans les 50 ans qui viennent, c'est des chiffres de dommages et des coûts de dommages qui sont extrêmement importants. Et donc, nous, aujourd'hui, à travers cette cartographie et les arrêtés CatNat, c'est un peu limité pour essayer de porter une réflexion, une action à l'échelle régionale. Et donc, on voudrait améliorer, on souhaite améliorer notre connaissance du territoire, notre connaissance des enjeux, identifier est-ce qu'il y a des tissus urbains, est-ce qu'il y a des secteurs qui sont plus particulièrement propices finalement à la question du RGA. Et donc, avec une triple approche, qui va être de travailler sur les critères de vulnérabilité qui sont portés par les assurances, qui parlent de l'exposition, de la période de construction, etc. Donc, nous, on va essayer de faire un peu une analyse de notre parc de logement par rapport à ces critères. On va les transmettre aussi à la MRN qui va recroiser un petit peu avec ces données de sinistralité d'une façon générale pour essayer de valider ces critères, l'importance de ces critères, pour essayer d'avoir une typologie finalement des bâtiments et des maisons individuelles potentiellement exposées et d'accroître un petit peu à l'échelle des territoires cette connaissance pour pouvoir l'apporter en type de prévention d'information. Et puis, c'est aussi identifier de façon plus fine, à l'échelle notamment de l'Île-de-France, les secteurs. Est-ce qu'il y a des tissus particulièrement propices, en tout cas particulièrement vulnérables, soit pour des périodes de construction, soit des types urbains. Je pense notamment peut-être des lotissements qui auraient pu être construits sur des périodes post-70. Est-ce qu'on retrouve un petit peu ces typologies de bâtiments pour essayer d'avoir une lecture un peu plus fine à l'échelle du territoire de ce risque et de pouvoir engager à la fois des actions de prévention. Et là, c'est comment réduire le risque en amont, de pouvoir peut-être le porter dans des documents d'urbanisme, d'avoir une réflexion un petit peu plus large sur ce phénomène de retrait-gonflement et ses conséquences très lourdes à l'échelle de l'Île-de-France. Voilà. Un grand merci. Oui, vas-y, Frédéric. Ludovic, vas-y. Non. Oui. Voilà, non, c'est Okay. tout. Et mais je finis toujours par cette phrase parce qu'on en est, travaillant sur l'aménagement et sur la question des risques. Si on veut vraiment porter, c'est je finis souvent sur cette phrase-là, c'est comprendre et accepter nos vulnérabilités individuelles et collectives. Et ça, c'est souvent à l'échelle de nos décideurs. Et quand tout le monde parle de résilience sans toujours savoir ce qu'on y met derrière, je crois que comprendre et accepter, c'est le premier pas de cette résilience si on veut finalement porter des actions en faveur de la réduction de la vulnérabilité de nos territoires. Voilà. Oui, merci Ludovic de nous avoir éclairé sur la manière avec laquelle on peut fournir de l'expertise pour faire monter en compétence les acteurs des territoires et la société civile. Donc, joignez-vous à moi pour applaudir, donc toujours en utilisant le petit bouton dédié à ça sur Teams. Et c'est le temps des questions. En tout cas, la deuxième partie des questions sur l'exposé de Ludovic. Des réactions, allez-y. Oui. Alors, Sandrine. Oui, merci beaucoup. J'ai deux réactions. La première concerne le point que vous avez évoqué à un moment donné dans votre exposé sur le fait que on avait encore aujourd'hui beaucoup de constructions en zone inondable, alors qu'il s'agit surtout de constructions. Ce ne sont pas de nouvelles constructions, mais quand même. Et moi, j'aimerais juste faire une remarque à ce propos-là, c'est que il y va aussi de la responsabilité politique de laisser reconstruire dans des zones inondables, parce qu'en faisant cela, si effectivement, je ne dis pas que c'est le cas, mais si effectivement on ne reconstruit pas avec des normes beaucoup plus contraignantes les habitats, en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est de rendre les habitations de nos citoyens non assurables, inassurables dans le futur. Et donc, il me semble un peu facile de se tourner après vers les assureurs, c'est pas ce que vous avez fait, mais c'est ce que les médias font, de se tourner vers les assureurs en disant c'est dramatique, les assureurs ne veulent pas couvrir, quand des décisions politiques sont prises, hein, je ne devrais peut-être pas dire ça là, mais je le dis quand même, quand des décisions politiques sont prises pour accepter la construction, la reconstruction à l'identique ou
une construction nouvelle, même dans des zones qu'on connaît très bien et on sait qu'elles sont inondables. Donc, je voulais faire cette remarque sur le côté assurabilité. Je sais que Myriam, demain, tu parleras beaucoup du rapport qui fait d'ailleurs grincer des dents certains assureurs et j'en suis ravie, je le dis, à titre personnel, j'en suis ravie parce qu'il y a des belles choses dans ce rapport. Ça, c'était ma première remarque. Ma deuxième remarque, je suis un peu étonnée parce que il me semble que les assureurs ont déjà le BRGM aussi, parce que les assureurs s'adressent au BRGM, Météo France, ils ont des cartes précises des risques RGA notamment. Ils ont des informations assez précises, me semble-t-il également, sur tout ce qui est risque de ruissellement. Donc, je suis étonnée, mais peut-être que je l'ai interprété au mauvais niveau, lorsque je vous entends dire que vous allez travailler sur la connaissance de ce risque. Encore une fois, il me semble que ça fait quelques années que des instituts tout à fait honorables travaillent sur ces risques-là. Et donc, je me posais la question de quelque chose qu'on retrouve notamment dans mon milieu, le milieu universitaire, même si on essaye d'y pallier depuis quelques années maintenant, mais c'est ce travail en silo où nous, à Strasbourg, on a travaillé pendant des années sur le risque de coulée boueuse. Et puis tout d'un coup, on a un institut privé qui nous a dit on va mener un travail sur ce risque-là, alors que nous, ça faisait 10 ans qu'on avait déjà sorti nos résultats. Donc voilà, voilà un peu mon rapport d'étonnement sur ce point-là. Et je termine juste sur RGA. Là, pour le coup, les assureurs ont des cartographies précises, puisqu'ils sont en train, en tout cas pour ceux qui ont décidé de ne pas se retirer de certains risques. Alors, RGA, c'est CatNat, donc de toute façon, c'est régi par le public privé. On ne peut pas faire n'importe quoi non plus, mais ils mettent en place des zoniers. Et aujourd'hui, on sait avec quasi-certitude quelles zones vont être touchées. C'est plus du risque. Hein. C'est aussi une des problématiques de l'assurance, c'est que RGA, dans certaines zones, ça n'est plus un risque, c'est une quasi-certitude dans les 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans. Voilà mes deux rapports d'étonnement. Mais tout à fait. Alors, sur le RGA, pour revenir, effectivement, une cartographie de l'aléa, c'est celle qu'on a utilisée, hein, c'est celle du BRGM, etc. On utilise les mêmes travaux. Ce qu'on essaie d'améliorer, c'est la connaissance de l'exposition de la vulnérabilité. Dire qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a des typologies de logements ou de maisons individuelles qui sont plus particulièrement potentiellement vulnérables finalement à ce risque? Et les quelques pistes de réflexion aujourd'hui dans le rapport de la MRN, par exemple, sur le RGA, dit les constructions post-75, construites post-75 sont plutôt vulnérables. Celles qui ont une proximité d'une végétation sont potentiellement plus vulnérables. Le fait d'avoir deux niveaux ou un niveau, ça peut être plus ou moins vulnérable. Donc aujourd'hui, nous, on essaie de se projeter par rapport au futur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, il y a une connaissance finalement de la sinistralité, sauf qu'elle reste relativement confidentielle de la part des assureurs. Ils sont dans leur rôle, etc. Sauf que si moi, en tant que réflexion d'aménagement, de travailler à une grande échelle, je veux porter un peu plus dans un PCAEM, dans une réflexion territoriale, cette question du RGA, il me faut des billes. Et donc, ça va être aussi de dire, effectivement, j'ai peut-être pas la sinistralité directe. Par contre, au regard des critères de vulnérabilité, moi, je suis en mesure de faire une étude de vulnérabilité du parc de logement sur un territoire. Et je vais peut-être vous dire, sur ce territoire-là, il y a 50% des maisons qui sont dans les critères de sensibilité maximale. Et peut-être que sur notre territoire, ça va être que 10%. Donc, c'est aussi une façon de hiérarchiser un peu les secteurs et peut-être après de trouver des mesures de prévention ou de s'engager avec tout un tas d'acteurs, techniques, assureurs, etc., sur la réduction de la vulnérabilité des biens. Donc, je suis d'accord avec vous, l'aléa, on le connaît. Je crois c'est des cartes, c'est aussi, on pourrait avoir un regard un peu critique sur l'aléa parce qu'il est qu'au 50 millième sur le RGA, etc. Pour autant, nous, ce qui nous intéresse, c'est maintenant que j'ai un aléa, ça veut dire quoi sur les spécificités de mon territoire? Et tous les territoires ne sont pas égaux les uns par rapport aux autres, ils n'ont pas toute la même... Voilà, donc c'est essayer d'affiner ça pour essayer soit de faire une alerte, soit orienter un peu des prescriptions d'aménagement peut-être, soit des mesures de prévention. C'est vraiment dans cet espace-là, dans cet esprit-là. Je dirais que c'est un petit peu la même chose par rapport au ruissellement, sauf que ruissellement, je sais bien qu'il y a énormément, enfin il y a beaucoup de collectivités, peut-être dans le cadre des syndicats de rivière, etc., qui ont engagé ce travail finalement de connaissance de l'aléa, mais moi je suis dans une approche régionale, je veux aussi pouvoir comparer des territoires. Et je travaille sur un schéma directeur d'orientation à 40 ans qui va fixer des règles aussi d'urbanisation future. Donc, il faut essayer d'avoir une cohérence un peu globale et trouver le moyen de construire cet outil régional. Donc,
Voilà, mais effectivement, il y a beaucoup d'informations, mais ne serait-ce que la capitalisation de l'information, c'est comme ça que j'ai construit aussi le début. Alors, rien que construire notre cartographie Île-de-France des risques, ça m'a pris 5 ans, quoi. Ça nous a pris 5 ans d'aller récupérer l'information, etc. Et sur des risques qui étaient peut-être pas la même ampleur géographique. Sur la question de la construction en zone inondable, c'est compliqué parce que je reviens toujours à cette question. Je vous disais tout à l'heure, il y a une inondation, il y a des inondations, puis je dirais qu'il y a un territoire et des territoires. Et que la métropole, l'Île-de-France, une métropole de niveau mondial, qui s'est construite autour de l'eau, une fois de plus, ça fait partie aussi, la Seine fait partie de la ville, quoi, ou du territoire francilien, ou de développement. Donc, on a un constat que c'est fortement inondable. La vraie difficulté, mais là aussi, c'est est-ce que, par exemple, on va dire on ne construit plus en zone inondable, mais alors dans ce cas-là, on revoit aussi la politique de dire on construit 70 000 logements par an, parce qu'à un moment, c'est une cohérence des politiques publiques aussi. Et comment mettons cette cohérence et comment on la hiérarchise? En même temps, on a besoin de logements, on construit un réseau du Grand Paris qui coûte 30 ou 40 milliards, donc qui va traverser évidemment des zones inondables sur certains secteurs. C'est pour ça que j'essaye, moi, enfin dans les propositions, plutôt d'en sortir par le haut. C'est dire, effectivement, bloquons toute urbanisation nouvelle en zone inondable. On n'est pas non plus sur le même phénomène que dans le sud de la France, avec des crues extrêmement violentes, soudaines, qui peuvent mettre en sécurité la sécurité des personnes. En revanche, faisons mieux, quoi. C'est-à-dire que vivons aussi avec le risque. C'est-à-dire que vivre avec le risque, j'ai pas le même discours entre un secteur ou une portion de territoire qui serait soumis à des crues fréquentes et une portion du territoire qui est soumis à une crue d'occurrence centrale, c'est-à-dire que le territoire doit vivre aussi. Et voilà. Et comment on adapte tout ça? Donc, la vraie question, c'est quels sont les arbitrages et quel est le niveau d'ambition veut-on se mettre aujourd'hui en matière de construction? Comment va-t-on faire évoluer tout ça? En étant, pour ma part, relativement persuadé que les PPRI ne sont pas suffisants. Et c'est pour ça que quand je parlais tout à l'heure de la charte des quartiers résilients, c'est comment on construit plus intelligent. Et construire plus intelligent, c'est peut-être à l'échelle d'une construction, c'est se donner soit des objectifs en fonction de l'usage du bâtiment, c'est comprendre la vulnérabilité. Dire qu'aujourd'hui, je fais une école aussi en zone inondable, je vais peut-être éviter dans mon plan d'aménagement ou de mon plan de construction d'aller mettre toutes les archives en sous-sol, parce que je n'aurai pas 3 jours sans électricité pour les ressortir. Si je fais une école, c'est comment je fais en sorte, c'est ce que je vous disais, pour qu'elle reparte très rapidement. Donc, je vais peut-être faire des choix de matériaux en rez-de-chaussée. J'ai un bon exemple qui s'est fait à Vitry, où ils ont mis la cantine scolaire au premier étage. Et la cantine et la cuisine. C'est-à-dire qu'en se disant, on n'arrivera pas à l'évacuer en 3 jours peut-être. Donc, comment on construit différemment? Mais c'est vrai pour plein de choses. Et donc, c'est finalement comment on appréhende cette question de la vulnérabilité, pas seulement sur la simple exposition, mais aussi sur la continuité d'activité, sur c'est quoi l'usage du bâtiment et quel est son usage pour l'intérêt général ou pour l'intérêt particulier. Je partage complètement, Myriam. Je rajoute juste une phrase, après je coupe mon micro. Pour pas donner l'impression de défendre les assureurs, c'est pas du tout mon propos. Je partage complètement ce que vous disiez sur justement le fait que les assureurs doivent aussi mettre la main à la pâte et certains le font, commencent à le faire, en accompagnant les clients, les sociétaires, les adhérents sur la partie prévention des risques. Et donc les aider, même financièrement, à prévenir un risque. Hein. Il y a des études qui montrent qu'1 euro dépensé en prévention, c'est 7 euros économisés en indemnisation pour l'assureur. Donc c'est aussi une bonne chose pour lui, c'est gagnant-gagnant, même si j'aime pas trop cette expression. Et puis que les assureurs changent également, certains commencent à le faire aussi, leur politique d'indemnisation pour permettre à la personne de reconstruire mieux. Et pas à l'identique, mais ça a été évoqué. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour vos réponses. Mais je suis d'accord avec vous, ne pas construire à l'identique, ça devrait être la base aujourd'hui, quoi. Merci pour ces questions. Je passe la parole à Thierry, et puis, si vous le permettez, on arrêtera les questions pour passer la parole au grand témoin. Thierry, c'est à toi. Oui, d'abord, je voulais dire que pendant l'intervention, j'ai demandé à Copilot, l'intelligence artificielle de Microsoft, j'ai posé la question, comment peut-on savoir si je suis en zone inondable en région parisienne? Alors très bien, il m'a répondu d'aller voir Katowice, hein, donc, et puis également des études de la ville de Paris qui donnent les caves inondées. Il m'a bien répondu. Puis après, j'ai posé une autre question, comment savoir si je vais manquer d'eau en cas d'inondation à Paris? Je vous laisse le soin de poser la question. En tout cas, il ne m'a pas répondu « vous êtes stupide » parce que vous ne pouvez pas manquer d'eau en cas d'inondation. Il m'a répondu quelque chose de mieux. Mon observation aussi sur le RGA,
Vous avez peut-être vu la Calendar, qui est une start-up que je ne connais pas. Ils viennent de publier un petit outil en ligne qui est assez. Ils ont travaillé avec une société qui s'appelle Conséquent, je crois. C'est assez bien fait parce que ça intègre dans leurs réponses des procédés constructifs, des points de sensibilité du bâti et tout. Et à mon avis, ceux qui veulent faire une première approche territoriale de ça, on doit pouvoir faire une saisie en masse à l'échelle d'un territoire, peut-être en regroupement par quartier homogène de bâti, et je suis sûr qu'il y aurait des réponses intéressantes. Mais il paraît pas mal ce petit outil, hein, bon, qui n'a rien de... Mais enfin, c'est bien fait, puis c'est en ligne, c'est facile à utiliser. Moi, ma question, pour revenir à la question, c'est dans tous vos travaux, est-ce que vous avez intégré, pour faire écho à notre discussion de ce matin, comment éventuellement, dans la façon de concevoir certains outils, des cas, la participation du public, la co-construction avec la société civile, enfin, comment éventuellement, au sein de votre organisme, est prise en compte cette question de l'ouverture, comme on évoquait ce matin, à la société civile? Compliqué. Compliqué. C'est une question. Enfin, l'outil, par exemple, Cartezip, il est ouvert à tout le monde. Donc après, peut-être qu'il manque d'informations qui seraient un peu plus ciblées grand public, etc. Je m'interroge, bon, ça va faire quelques années quand même que je travaille sur le risque et sur la culture du risque qui est sous-jacente. Quels sont finalement, il y a plein de publics. C'est ce que évoquait aussi Épicène tout à l'heure, Frédéric, en disant à qui on s'adresse. Et aujourd'hui, je ne sais, enfin, je sais pas si c'est le grand public qui doit être la priorité ou celui des décideurs. Quand je dis décideurs, c'est élus, c'est directeur d'administration, collectivité territoriale, directeur d'entreprise à haut niveau, etc. Mais qui puisse avoir cette vision plus transversale et de porter le message, quoi. Et lui, il faut le convaincre de l'intérêt de ces travaux-là. Et pour un élu, enfin, on en fréquente aussi quelques-uns, qui n'a pas connu une inondation depuis 50 ans, 60 ans, 70 ans, qui vit d'autres crises en permanence, etc., qui est sur une incertitude, parce qu'une des grosses difficultés par rapport à notre risque inondation, c'est que on ne sait pas quand est-ce qu'elle va arriver. Si elle arrivait, si je savais dans 2 ans, il y aura la grande inondation, tout le monde va s'y préparer, il y a une vraie compréhension. Ou il y aurait eu un événement majeur, parce que 2016-2018 n'ont pas été des événements majeurs à mon sens, sauf sur certaines portions du territoire, la vallée du Loing, a permis peut-être des avancées, mais on oublie aussi très très vite le risque, ça fait heureusement d'ailleurs peut-être. Donc la question, c'est comment faire participer le public. Est-ce qu'il faut que la demande vienne de la population? Mais dans ce cas-là, il faut lui expliquer aussi. Et là, il y a un énorme effort à faire. Et sur quel message? Est-ce qu'il faut, peut-être premier message, enfin, est-ce qu'il faut savoir faire réagir la population, au moins savoir qu'elle est exposée et comment réagir en cas de crise? C'est peut-être un minimum dans un premier temps. Enfin, pour moi, c'est ça. Avant même d'agir peut-être sur la conception de son territoire. Et donc effectivement, nous, enfin, moi, je travaille assez peu avec le grand public sur ces questions-là, parce que je priorise peut-être celui des acteurs de la décision, quoi. Parce qu'il y a tellement d'enjeux, on est sur un effet systémique et on n'est pas sur l'échelle individuelle, en tout cas pour le risque inondation. Et on peut le regretter, puis en même temps, on n'a pas les moyens, d'autres organismes dans ce domaine. C'est aussi un vrai savoir-faire de savoir parler au grand public. Donc, on le porte à chaque fois qu'on peut le faire. Pour autant, c'est pas notre cible privilégiée aujourd'hui. Et je ne sais pas, effectivement, quelle pourrait être la réaction finalement d'un grand public face à ces questions-là, qui pourraient être certainement très pertinentes, mais qui pourraient nous dire aussi, il faudrait peut-être qu'on construise tout Paris sur pilotis. Non, parce que le pilotis, c'est pas de la ville. Qui dirait effectivement c'est à l'État de prendre tout en charge, où il faut tout protéger. Mais enfin, voilà, très sincèrement, je trouve que la question est complexe sur le public cible aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on doit vraiment convaincre aujourd'hui? Et je préférais que ce soit les décideurs qui soient auto-convaincus. Et là, par contre, je suis pas certain qu'ils le soient. C'est ça, quoi. Je sais pas si j'ai bien répondu ou j'ai... Merci Ludovic. Donc, Jean-Marc, d'abord, joignez-vous à moi pour féliciter Ludovic pour sa présentation, toujours en utilisant le petit bouton de